Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. C'était vraiment, pour moi, c'était un trou noir. Au bout d'un moment, j'ai même, alors que mon CV était prêt, ma lettre de motivation était prête, j'avais arrêté de postuler. Je me disais, mais ça ne sert à rien. On ne prendra pas. Je ne mérite pas. Je ne veux pas. Enfin, c'était une espèce de spirale noire. Donc, dans ce moment, on se sent très seul. Et je me suis, alhamdoulilah, rendu compte qu'en fait, bah non, on n'est jamais seul. Et là, ça m'a aidé, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était la foi. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Sophia Abou El-Karam, consultante dans une prestigieuse entreprise internationale de conseil. Sophia nous partage les clés qui lui ont permis de trouver sa place et d'évoluer dans sa carrière malgré les nombreux obstacles qu'elle a rencontrés. À tous ceux qui vous disent que non, mais le hijab, ça passe pas en clientèle, c'est un mensonge. D'accord? C'est un mensonge. Et on n'a pas le droit de vous priver d'un contact avec la clientèle, sauf peut-être si vous êtes fonctionnaire du secteur public, mais ce n'est pas le cas. Dans le cas, si vous êtes salarié dans le privé, il n'y a aucun problème à travailler avec les clientèles. Et j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, les clients, français ou pas, ils sont pragmatiques. Si vous faites bien votre taf, il n'y a pas de problème. Si tu aimes les podcasts et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum Sophia. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment vas-tu? Très bien, alhamdoulilah, et toi? Très très bien, je suis très content de t'avoir sur mon podcast. Moi aussi, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais en dire un maximum sur toi en 30 secondes? Yes, c'est parti. Donc, salam alaikum wa rahmatullah à tous ceux qui nous écoutent. Donc, moi, c'est Sophia. Je suis une grande passionnée, en fait, de toutes les techniques et les mécanismes qui vont permettre l'expression des talents. Et ce qui m'a été très utile, en fait, dans mon cheminement associatif, mais aussi en particulier dans mon cheminement professionnel. Parce que, alhamdoulilah, j'ai la chance de travailler depuis 4 ans en tant que consultante en management. Et ma spécialité, c'est le management, en fait, de l'humain, de toutes les problématiques qui touchent à l'humain dans l'organisation. Donc, il y a notamment une partie qui va toucher au talent ou à l'empowerment, comme on peut parler. D'accord. Et venir plus en détail, Inch'Allah. Oui. Donc, tu travailles dans une grande société de consulting qu'on peut citer par souci de confidentialité. Exactement. Mais si on peut revenir un peu sur ce que tu fais plus en détail, donc tu empower les gens, qu'est-ce que ça veut dire? L'empowerment, c'est un concept justement pour, comment on pourrait traduire en français, de manière littérale, on va dire donner du pouvoir, mais c'est pas vraiment ça. On va dire qu'on C'est fait très difficile à traduire. certaines mesures. Ouais, ça va être plus entre guillemets un petit peu, on va dire libérer les potentiels ou permettre, on va dire plutôt au talent de s'exprimer. Et dans le cadre de mon donc du coup moi je suis salariée d'un cabinet de conseil. J'interviens chez les clients de ce cabinet de conseil qui sont des grands groupes, des grandes entreprises. Et le domaine de la gestion d'humain étant assez vaste, j'ai plutôt fait des missions qui touchent à ce qu'on appelle la conduite du changement. C'est-à-dire que quand une des organisations clientes doit se transformer, par exemple pour passer sur un nouveau système technologique en fait, pour s'adapter par exemple soit à la concurrence soit au marché, ou doit se réorganiser pour je ne sais quelle raison, par exemple une décision stratégique de leur leader, ou ils ont besoin de s'adapter à une nouvelle clientèle par exemple. Ils ont besoin en fait d'être accompagnés pour passer de l'état actuel à la vision future qu'ils envisagent d'avoir. Voilà, comme je te dis par exemple c'est souvent le cas, changer de système de travail informatique. Ah mince, j'ai une petite interruption pour l'ordinateur, désolé, qui a aussi changé forcément donc les manières de travailler et aussi beaucoup l'organisation. Et donc du coup, moi mon métier c'est d'accompagner toutes les populations qui vont être touchées, impactées par ce changement-là, pour qu'ils se fassent le plus en douceur possible. Donc comment ça se traduit? Il y a une grosse partie, par exemple, gestion de la compétence, puisque les personnes qui vont être impactées par ce changement-là doivent souvent évoluer vers un métier qui est un peu, voire si ce n'est très différent de ce qu'ils faisaient auparavant. Donc on doit les accompagner pour qu'ils acquièrent les bonnes compétences pour être prêts en fait à vivre cette nouvelle manière de faire les choses dans leur organisation, par exemple. Il y a tout un aspect aussi, nous on appelle ça behavior change, donc c'est un aspect plutôt comportemental, si ce n'est culture d'entreprise, en fonction de l'ampleur du changement qui va avoir lieu. Là, c'est très, très humain. Hein. Oui. Et on a un aspect aussi leadership. Souvent, ça peut être du coaching de leadership en fonction, pareil, de l'envergure du changement qui va se produire. On doit identifier qui sont les leaders et les coachs pour qui portent ce changement, puisque on le voit aussi dans notre quotidien. Hein. Oui. On le voit même dans la scolarité. Le changement, ça commence toujours par des leaders. Oui. Toujours. Identifier les leaders. Et puis on a un aspect un peu plus général que nous on appelle stakeholder management.
qui veut dire en français gestion des parties prenantes. Oui. Donc il y a bien sûr les leaders qui vont influencer, mais il y a d'autres influenceurs en fait du changement, qu'ils soient positifs, qui aillent dans le sens de ce changement, ou au contraire qui sont en résistance, que l'on doit identifier et avec lesquels on doit développer des actions spécifiques, souvent de la communication par exemple, Oui. pour faire en sorte que tout se déroule de manière fluide. Donc c'est D'accord. très 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 humain tout ça comme métier. D'accord. Et comment vous les trouvez, ces personnes, par exemple les leaders, vous rentrez dans l'entreprise et vous parlez avec les gens et vous les découvrez, ou bien c'est les managers, c'est juste tous les managers, le top manager de la boîte? En général, ce qui se passe, c'est donc les clients quand ils sollicitent des cabinets de conseil, tu vois, pour faire ces métiers-là, pour faire pardon, de missions-là, et que les missions voilà sont validées, le périmètre de la mission a bien été établi, etc. Soit c'est le cabinet qui va leur dire, d'accord, donc pour mener à bien ce changement-là, il faut que vous nous identifiez tel profil de personnes qui vont être du coup des ambassadeurs du changement ou des leaders du changement, et on leur donne les critères. Soit c'est eux-mêmes parce qu'ils ont déjà de l'expérience, ils se sont déjà transformés par le passé, qui ont déjà commencé à identifier qui sont ces personnes-là. D'accord. Donc là, tu travailles dans cette grosse société de consulting. Est-ce que tu peux nous dire un peu, c'était quoi les ambitions de Sophia à 15 ans? Est-ce que tu t'imaginais travailler dans ce domaine-là? C'était quoi la Sophia de 15 Absolument. ans? C'est une très bonne question. Absolument pas. Quand j'avais 15 ans, moi, je voulais être ingénieure comme mon papa. Puis depuis toute petite, j'admirais beaucoup mon papa. Petite, je voulais être inventeur. J'appelais ça inventeur parce que j'aimais bien inventer des solutions pour changer le monde. Des fois, je dessinais des choses comme ça. Et mon père est chercheur, enfin ingénieur de recherche. Donc, il crée des solutions, en fait, pour répondre à des problématiques et tout. Et je trouvais ça trop bien. Et je l'admirais beaucoup. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire comme lui. Donc, mon but, à la base, c'est d'être ingénieur. Juste pour faire comme papa. Ok. Et tu as commencé comme ça, tes études supérieures, tout ça, tu t'es orienté dans ce domaine-là au départ? Exactement. Exactement. Donc, au lycée, donc, moi, j'ai fait bac S, du coup. Et pour la petite sœur, j'étais dans le même lycée que Sorad, que tu as interviewé. Swad, Aussi. d'accord. Ouais, Swad Lambrani, ouais. T'es dans le lycée. Big up. Ouais, big up, Swad. Voilà. Écoutez son podcast, il est très intéressant. Soit dit en passant. Du coup, tu disais, donc oui, j'ai fait le bac S et après, je me suis orientée en prépa scientifique. Donc, maths sup en premier, Classique. PSI, deuxième année PSI. Et voilà, j'ai déchanté. Hein. C'était particulier. Franchement, la prépa, c'était particulier. Ouais. C'est un mode d'éducation. En fait, c'est bien quand c'est terminé, on va dire. Avec le recul, je trouve qu'il y a des choses qui sont pas forcément nécessaires. Après, je suis peut-être allée dans une prépa qui était un peu particulière. Quand ensuite je suis entrée en école d'ingénieur et que j'ai comparé les expériences prépa des autres élèves, en fait. C'était quoi la prépa? Alors, c'était une prépa qui vient de ma ville d'origine, enfin, qui est située dans ma ville d'origine, à Clermont-Ferrand. Ok. Et, en fait, juste peut-être pour la petite histoire, pourquoi j'ai trouvé que c'était un petit peu difficile, et peut-être que certaines personnes, en particulier les filles, vont s'y reconnaître, dans cette expérience-là, pour leur donner un petit peu de courage. En fait, donc déjà, moi, j'ai grandi en Auvergne, dans une petite commune à côté de Clermont-Ferrand où la seule famille musulmane quand j'étais petite c'était la mienne en fait. Donc du coup à l'école mes sœurs et moi on était un peu on était un peu les seules musulmanes du bahut quoi. Et du coup pour le lycée on était obligé d'aller faire un lycée dans Clermont-Ferrand et on voulait pas être dans notre lycée de secteur, on savait qu'on serait encore en minorité. Et on voulait absolument, j'ai une sœur jumelle en fait, on voulait toutes les deux absolument étudier l'arabe en troisième langue. Et notre lycée de secteur proposait en troisième langue que le chinois et le russe. Ok. Donc du coup, on a pu avoir une dérogation pour aller étudier dans un lycée qui est situé dans le quartier nord de Clermont-Ferrand. Et où du coup, peut-être grâce à l'option arabe en troisième langue, avait attiré beaucoup plus d'étudiants qui nous ressemblaient en fait. Oui. Avec des parents issus de l'immigration, par exemple. Et du coup, comment dire, c'était peut-être la première fois où avec ma sœur, on n'était pas une minorité en fait. On était parce que beaucoup de personnes nous ressemblaient. Et donc ça m'avait de ce point de vue-là fait du bien en fait dans mon identité, d'être pendant ces 3 ans-là. Et l'enseignement franchement était de qualité. Enfin c'était contrairement à tout ce qu'on peut dire sur ce type de lycée, franchement. Enfin moi j'ai pas eu de mauvaise expérience dedans. Ok. Le truc, c'est que après arriver en prépa, ça a été un peu déjà un choc culturel inversé, parce que je me suis de nouveau retrouvée en minorité.
mais pas du fait de mon origine, du fait que dans les filières, en tout cas dans la filière dans laquelle j'étais, elle est extrêmement masculine. Tu étais en MP, c'est ça, hein, maths physique? Voilà, MPSI première année, et après en deuxième année, je suis allée en PSI. J'étais meilleure en physique qu'en maths, donc j'avais, pour des raisons stratégiques, hein, pour les concours, je choisis une deuxième année où le coefficient physique était supérieur au coefficient maths pour gagner plus de points. Donc le côté très masculin, voilà, était très prégnant. Et comment dire, donc moi je n'ai que des sœurs, et je suis issue de famille musulmane. Je suis très proche de mon père, alhamdoulilah, on peut se parler de tout. Mais je veux dire, dans mon éducation, etc., mon père nous a enseigné le respect, notamment le respect des femmes, en particulier, si tu veux. Et donc, je suis arrivée dans une prépa. Donc, il faut savoir que la prépa, c'est un peu difficile parce que bon, les profs vont nous malmener un petit peu et tout. Le but, c'est, entre guillemets, de cracher ce qu'on a dans le ventre. Et c'est un mode d'éducation, personnellement, pour lequel je ne suis pas fan du tout. Parce que ça va être un coup de... On se prend beaucoup de claques, quoi. Beaucoup de claques, des fois des humiliations par les profs, etc. Et leur but, c'est soi-disant de nous renforcer. Je suis pas sûre que ça marche. Enfin, en tout cas, dans mon cas, ça m'a renforcé, mais je sais pas si c'était la meilleure manière de faire, honnêtement. Je utilise le mode, mais bon, il y a aussi des points positifs. Et le truc, c'est que du coup, l'enseignement de parcours est tellement intense que peut-être, mon hypothèse, c'est peut-être pour un peu se soulager du stress, peut-être pour se soulager, je sais pas, de la difficulté de l'enseignement. Du coup, il y a des phénomènes de groupe qui se passent, et notamment comme c'est une majorité masculine. Dans lequel j'ai fait ma prépa, il y avait énormément de dérives machistes et sexistes, qui vraiment étaient très pesantes, je trouve, en tant que femme dans ce milieu-là, et notamment en tant que femme musulmane. J'ai pu assister à des choses et entendre et voir des choses qui m'ont personnellement choquée. Aujourd'hui, avec la parole, le féminisme qui s'est libéré, notamment le mouvement MeToo, je pense que ce que je veux voir ne serait pas accepté, ou serait carrément nommé comme c'est-à-dire pour du harcèlement sexuel, en fait, carrément. Mais à l'époque, c'était en 2009. À l'époque, ça se faisait normalement, en fait. C'était quotidiennement énormément de blagues à caractère obscène, en fait, tous les jours, qui étaient faites sur les filles de la classe, avec la participation parfois des profs ou des choses comme ça. Et si tu veux, pour moi, c'était d'une lourdeur infâme. Et alhamdoulilah, je veux dire, ça m'a renforcé, ça m'a éveillé, on va dire, ma conscience féministe. J'avais pas trop le choix. Oui, j'imagine même pas la difficulté que ça peut être d'aller au travail, d'aller à l'école et de subir au lycée, de subir ça tous les jours. Mais en fait, déjà, alhamdoulilah, donc moi je m'étais imposée pour que il y ait aucun propos de ce type qui ne soit tenu à mon encontre, c'était hors de question. Hors de question. Enfin, avec, tu sais, l'éducation qu'on a, etc. Enfin, moi, personne ne parle comme ça, c'est hors de question, tu vois. Je me respecte et je rentre pas dans ces délires-là, donc alhamdoulilah, j'ai été préservée par ça. Mais, comment dire, quand je voyais des filles qui peut-être au début acceptaient parce que ça les faisait rire, mais qui après trouvaient ça très lourd, ce que je comprends, et sur lesquelles ces blagues continuaient, bah, je pouvais pas m'empêcher d'essayer de les défendre, de les soutenir, en fait. Et je pense que, donc c'est pour ça que je voudrais soutenir les filles qui vont s'investir dans des milieux scientifiques. La blague la plus gentille, entre guillemets, que j'ai pu entendre, c'était oh, la honte, on s'est fait battre en maths par une fille. C'était pas en parlant de moi, c'était en parlant de camarades filles, du coup, qui étaient brillantes en maths, machin là. Ce que je trouve assez ridicule. Enfin, qui pour moi, ne faisait aucun sens, parce qu'en fait, n'importe qui peut faire des maths, en soi. C'est pas un homme ou une femme qu'on est spécifiquement bon ou pas bon en maths, en fait. N'importe qui peut l'être, de son genre. Et donc, je voudrais dire, du coup, aux filles qui ont envie de faire une carrière scientifique, bismillah, d'y aller, de ne pas se laisser arrêter par des dérives sexistes si elles en entendent. Parce que si elles veulent le faire, bismillah, en fait. Donc, les filles, ne vous laissez pas faire. Et sachez, en tout cas, alhamdoulilah, dans mon expérience, je pense qu'Allah m'a beaucoup aussi préservé. C'était lourd de voir ça, mais d'un autre côté aussi, ça nous renforce. Donc, j'ai envie, pour que le monde scientifique s'épanouisse, on a besoin des deux genres. On a besoin des deux. Et donc, si elles ont vraiment une appétence pour ces domaines-là, qu'elles ne se laissent pas rebuter par peut-être cet a priori-là, mais qu'elles y aillent. Et aussi, je voudrais dire, il y a pas que des mecs lourds hein, dans les... aussi, alhamdoulilah, il y en a aussi qui étaient... Ouais, Dieu merci, il y en a aussi qui étaient très sympas et très... au contraire, qui allaient un petit peu à l'encontre de ce mouvement de foule, on va dire, de ce mouvement de groupe, de ce phénomène de groupe. Et qui aussi étaient prêts à défendre certaines vies quand ils trouvaient que ça abusait. C'est juste que, en fait, donc, comme je t'ai dit, la prépa, comme c'est très intense, t'as déjà beaucoup de pression pour beaucoup d'examens, etc. T'as pas envie de subir en plus la pression des blagues ultra lourdes des camarades, en plus. Mais c'était le cas spécifique dans la prépa. J'espère que 10 ans plus tard, ça a changé. J'ai
c'est que pour d'autres camarades filles qui étaient dans la même école d'ingénieur que moi, qui ont fait des prépas dans notre ville, ça n'a pas été du tout le cas. Oui. Pas du tout le cas. Donc ça dépend des expériences de Et chacune. tu en as parlé un petit peu avec tes parents ou avec des personnes Ouais. autres? Oui, parce que comme je t'ai dit, moi j'ai grandi avec des sœurs, etc. Donc j'étais pas préparée à ça, si tu veux. Je savais pas moi, que c'était des blagues de mecs, hein, honnêtement. Et j'aurais aimé ne pas le savoir, pour être très honnête. Donc du coup, je me rappelle que ma première action c'était d'aller voir mon père. En fait, je disais papa, mais c'est quoi ça? Pourquoi? Enfin, je comprenais pas. Et alhamdoulilah, il m'a beaucoup soutenu et beaucoup aidé. C'est lui qui m'a dit, écoute ma fille, tu peux faire aussi bien si ce n'est mieux que n'importe quel mec. Donc ça laisse pas faire en gros. Et je pense qu'il a raison en fait, quel que soit le domaine en fait. C'est pas parce qu'on est une fille ou un homme qu'on va avoir peut-être plus d'appétence pour tel domaine ou tel autre. En fait, enfin, je l'ai vu dans mon quotidien. Il y avait des filles qui étudiaient avec moi qui étaient absolument brillantes et qui s'épanouissaient beaucoup dans ces matières-là. Et le fait qu'elles soient des filles ne changeait rien en fait. Donc quand on y veut, on y va en fait, tout simplement. Oui. D'accord, très bien. Donc, tu arrives à terme de cette expérience en prépa. Ouais. Ensuite, du coup, j'arrive dans mon école d'ingénieur, qui était en région parisienne, Télécom Sud Paris. C'était à Ivry, dans la banlieue d'Ivry. Donc, j'y arrive. Donc, c'était, voilà, école qui était plutôt spécialisée dans les télécommunications. Très bonne école d'ailleurs. Ça dit en passant. Qui a fusionné avec une école encore meilleure. Donc, du coup, c'est cool parce que tous les ans, la renommée, elle augmente. Tu vois, c'est facile d'y rentrer à mon époque que ça l'est aujourd'hui. C'est difficile, de là. Alhamdoulilah. Et donc j'ai pu faire ces années-là, etc. Et en fait, peut-être que c'était un peu le désenchantement après la prépa ou autre, mais le petit rêve de Sophia qui voulait faire ingénieur comme papa, il commençait à légèrement être mis en doute plus j'avançais en fait dans le parcours, parce que peut-être que j'avais ignoré en fait entre guillemets mon petit cœur, on va dire ça comme ça, que j'étais juste en mode je veux faire comme papa, je veux faire comme papa, sans vraiment m'écouter. Et plus j'avançais, plus je m'épanouissais pas en fait dans le domaine. Vraiment. Je me suis rendu compte petit à petit de ce que j'aimais faire. Quand on me posait un problème, j'aimais beaucoup réfléchir à la solution de manière conceptuelle. Oui. J'aimais arriver avec des solutions, etc. Mais dès qu'il fallait, par exemple, en cours d'informatique, par exemple, dès qu'il fallait, par exemple, et passer, je sais pas combien d'heures à coder le truc dans les détails, en restant assis comme ça, en faisant attention, il y a un point virgule, sinon c'est tout bug, j'arrivais plus. C'était très dur pour moi. Je tenais pas en place, en fait. C'était pas kiffant. Je tenais pas en place. Non, c'était pas, je m'épanouissais pas dedans, en fait. Je m'épanouissais pas. Et aussi, je commençais à me poser des vraies questions, en fait, auxquelles je ne trouvais pas de réponse en cours. C'était, mais pourquoi on fait ça, en fait? C'est cool, on va étudier l'antenne, c'est cool, on va faire un beau programme informatique, ce circuit électronique, ouais, cool. Et après, en fait, pourquoi? Quel est l'intérêt, en fait, derrière? Pourquoi on fait ça? Et je trouvais pas de réponse. Je trouvais pas de réponse. Donc, je savais que je voulais pas, même après le diplôme, travailler dans ce type de domaine. Et alhamdoulilah, j'ai de la chance de faire d'étudier dans une école où sur le même campus que l'école d'ingénieur, il y avait une école de commerce, ce qui faisait qu'il y avait des passerelles privilégiées entre nos deux écoles, notamment un double diplôme. Qui, en général, donc pour les personnes qui nous écoutent, qui s'interrogent sur leurs études, en général, quand on a fait une école d'ingénieur, c'est possible de faire un double diplôme en école de commerce, mais ça rajoute 2 ans de plus d'études. Dans l'école GT, vu qu'elle est sur le même campus que l'école de commerce, qui aujourd'hui s'appelle IMT Business School. Je sais pas si le partenariat est toujours, mais je pense qu'il doit toujours exister. Et ben là, le double diplôme ne se fait qu'en 1 an de plus. Donc ça vaut le coup, quoi. Pour toi, ça... Ouais, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Tu passes 6 ans d'études au lieu d'en faire 7, en fait, pour avoir les 2 diplômes, 2 masters. Donc, alhamdoulilah, j'avais postulé et j'ai été prise dans le double diplôme. Et là, ça m'a fait un peu souffler, ça m'a donné un petit bout de réponse, en fait, de pourquoi on fait ça. Même si j'étais pas forcément complètement satisfaite avec la réponse. Puisque du coup, comme c'est une école de commerce, mais qui est située à côté d'une école d'ingénieur, ils ont un aspect très business, mais pour la technologie, en fait. Oui. La technologie. Et du coup, j'ai compris en gros en quoi tout ce savoir-faire technique et scientifique de l'ingénierie plutôt télécom ou IT, tu vois, haute technologie, c'est bien évidemment, l'intérêt derrière, c'était de se faire un maximum d'argent. C'est ça, évidemment. Donc, j'ai un peu plus compris si j'épousais pas forcément en termes d'éthique tout, mais je m'épanouissais déjà un peu plus dans ce domaine. Alhamdoulilah. D'accord. Et après, on arrive après donc c'est double diplôme. Donc là, on doit être en 2013 par là.
Ouais, j'ai été diplômée en 2015, moi. 2015, d'accord. En 2009, c'est quand tu as J'ai- rejoint la prépa. Exactement. Ouais, donc Ex- 2015, tu finis tes études. voilà. Et on arrive au grand moment de la recherche d'emploi. Donc, peut-être pour revenir un petit peu en arrière, pourquoi je dis avec tant d'émotion la recherche d'emploi, c'est que moi, elle était vraiment particulière en fait. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, alhamdoulilah, depuis mes 15 ans et demi, depuis le lycée, avec ma jumelle, on avait décidé de porter le foulard. Ce qui, quand on habitait dans notre petite commune en Auvergne, on était l'attraction, tu vois, de la commune, tu vois, c'était le phénomène un peu Domaine de foire. inattendu. Ouais. Ouais, de fois un peu si tu veux. Donc on était un petit peu habitués à, on va dire, à l'adversité, mais ça m'avait pas non plus préparé à l'adversité telle que j'ai rencontrée ensuite en allant sur le marché de l'emploi et à toutes les Ouais. choses qu'on peut entendre en tant que femme musulmane qui essayons de se faire une place dans le monde professionnel. Je vais peut-être raconter mon expérience du coup avec le milieu professionnel. J'espère qu'il pourra encourager nos sœurs, en particulier nos sœurs qui portent un foulard et qui se retrouvent avec un challenge en plus Mhm. et un la crise là. Donc j'imagine même pas la difficulté. Euh, Parce qu'on entend beaucoup de choses, on se prend beaucoup de conseils qui au départ se veulent bienveillants mais qui dans le fond ne le sont pas exactement. Et, Oui. euh, et c'est une période qui est très challengeante. Donc moi, les challenges, ils avaient commencé dès ma recherche de stage de fin d'études. Donc ce qui arrive pareil, s'il y a des parents qui s'interrogent sur le parcours grande école pour leurs enfants, en général, à la fin, en dernière année, quand on fait un parcours classique, on doit trouver un stage de fin d'études. Ou Mhm. pour ceux qui s'intéressent, par exemple, leurs enfants veulent faire une école de commerce et les frais de scolarité étant élevés, ils savent pas trop comment faire. Une autre option, c'est plutôt que de faire un parcours classique, c'est de faire un parcours en alternance que je n'ai pas fait. La recherche de stage donc commence, si je ne me trompe pas, dès la première année, Mhm. et on peut confronter à certains challenges, notamment pour les sœurs. Et moi, le challenge auquel j'ai été confrontée, c'est que quand j'ai voulu rechercher un stage de fin d'études, c'était la période des attentats de Charlie Hebdo. Ouais. Donc du coup déjà, donc c'était une période émotionnellement difficile pour tout le pays, nous y compris évidemment, parce que c'était comme très choquant comme événement. Mhm. Et du coup, ça s'en est bien évidemment ressenti sur le marché de l'emploi. Et au moment où je postulais pour trouver mon stage, j'ai subi énormément de discrimination et des propos qui ont été très durs, si ce n'est très humiliants. Je me rappelle notamment d'une scène où les grandes écoles en général, pour faciliter soit le recrutement en CDI, soit le fait de trouver des stages pour leurs étudiants, organisent des forums de recrutement où ils invitent des entreprises partenaires dans les locaux. Voilà, comme tous mes camarades de promo, j'étais partie assister au forum organisé par mon école pour postuler. Et je me souviens, voilà, donc je postulais un peu partout, hein. Il y avait des grands groupes, il y avait des cabinets de conseil, etc. Je faisais exactement comme mes autres camarades de promo, je postulais partout. Oui. Et je me rappelle en particulier être partie sur le stand d'un cabinet de conseil franco-français. Je ne citerai pas le nom, mais où j'ai tendu mon CV, j'ai fait mon petit speech normal et tout. Et, et donc le monsieur qui reçoit mon CV, qui était partenaire dans ce cabinet à ce moment-là, le lit et tout, me dit ah voilà ok bah c'est intéressant mais voilà entre nous On recrute pas. non même pas c'était même pas ça hein. C'était pire que ça. C'était pire que ça. C'est l'un des moments les plus violents que j'ai pu vivre, honnêtement. C'est pire que ça. Il me dit mais votre voile là c'est quoi? Vous le gardez, vous l'enlevez ou quoi? Devant d'autres élèves. Et là je commence à lui dire bah je le garde. Mais parce que moi je vais être honnête avec vous, hein, jamais vous serez consultante comme ça. Hein. Alors votre CV, j'en fais quoi? Je mets une croix dessus, je le déchire, je le jette à la poubelle. Moi encore je suis sympa, hein, je vous dis la vérité, mais dans les autres sens, ils vous ont pris votre CV, mais ils l'ont jeté derrière. C'est très humiliant Comme comme ça. type de remarque. Ah, c'était extrêmement humiliant, extrêmement humiliant. Et donc je lui ai dit non, rendez-moi mon CV. Et je l'ai attrapé euh, et je me suis reculée, puis je suis restée un petit peu sur le côté comme ça, puis j'ai vu les autres élèves qui venaient postuler. Et j'étais vraiment sonnée à ce moment-là. Et les mots y répétés, jamais consultante, soi-disant, etc. Et ça m'avait vraiment, Secoué. secoué parce qu'en fait, on me laissait même pas ma chance comme ça. Et on me disait catégoriquement que je ne serais jamais consultante. Alors, fast forward après, 4 ans plus tard, quelques années plus tard, là, c'est combien d'années? Ça doit peut-être faire 5 ou 6 ans plus tard. Donc, je répète, je suis consultante, ça fait 4 ans, hein. Donc voilà, comme quoi,
tout écouter ce qu'on nous dit, d'accord? D'accord? Donc, mesdemoiselles, si on a pu vous dire des choses pareilles, n'écoutez pas. C'était un monsieur raciste et ce qu'il a fait à ce moment-là, c'était une discrimination complètement illégale. Mais je n'avais pas les armes ni les connaissances à ce moment-là pour me défendre. J'aurais pu porter plainte carrément. J'avais même des témoins. J'aurais pu. À ce moment-là, je ne savais pas. À ce moment-là, j'étais naïve et aussi influençable. Donc, j'ai encaissé. Oui. Ce n'était pas la seule remarque faite. J'avais passé aussi beaucoup d'autres entretiens ailleurs et soit on me le disait pas que mon hijab posait problème, soit au contraire on me disait des trucs du type ouais mais vous savez les gens comme vous ils font peur, ça va pas rassurer les clients ou que sais-je, qui sont aussi des propos illégaux qu'on n'a pas le droit de dire en entretien forcément et qui sont en soi très humiliants et qui rajoutent une charge en plus à nos sœurs. Donc c'était une pression pas possible. Alhamdoulilah, après c'est passé donc j'étais parmi la dernière de ma promo à trouver un stage. J'avais quelques profs qui se voulaient bienveillants, qui avaient essayé de me conseiller en disant mais non mais Sophia t'as un double diplôme, etc. Ne prends pas personnellement ce qu'on te dit, continue, etc. Faut pas que tu penses qu'on te discrimine. Je dis vous êtes sérieux ou quoi là? Arrêtez de. Je veux dire vous êtes bien sympa à vouloir m'encourager, mais appelons un chat à chat. Enfin, essayez pas de faire un euphémisme pour défendre ces cabinets qui sont après partenaires de l'école. Je comprends qu'ils le soient, mais ça s'appelle une discrimination, c'est factuellement ça. Donc, c'était assez énervant, en fait, parce que t'as l'impression de pas être entendu et écouté. Mais alhamdoulilah, Allah il facilite et ça n'a fait que renforcer ma détermination. Alhamdoulilah. À ce moment-là, je ne sais plus, je ne suis pas sûre que le service existe encore, toujours, mais il se trouve qu'à cette époque, il y avait un cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement de ce qu'on appelle la diversité, qui s'appelait Ouma Work, je ne sais pas si ça existe toujours, et qui proposait des sessions de pour les entretiens. Session donc, ça a coupé, tu disais. Coaching. D'accord. Tu entends des sessions de coaching RH pour les entretiens. Et je me rappelle, donc moi je galérais et tout. Je vivais chez ma tante à ce moment-là parce que du coup j'avais pas d'argent et tout. Enfin, tu vois, j'étais la dernière à trouver. Il me restait pas beaucoup de temps pour se trouver. J'avais trop peur. Je me dis mais comment je vais être diplômée si j'ai pas mon stage et tout. Oui. Et donc je comprends la pression que les sœurs subissent. Et donc je me rappelle, donc je regardais sur internet comment faire, j'avais envoyé plein de CV et tout, je me c'était pris plein de portes fermées et tout. Et je me rappelle, là je vois passer l'annonce de Oumar qui propose des sessions de coaching moyennant, je crois que c'était 40 € à ce moment-là. Donc c'était coaching intense. Donc le CV ils te font en simulation d'entretien, coaching un peu, tu vois, confiance en soi et tout. Et donc je vois ça et tout. Et je vois que c'était des musulmans qui faisaient, en particulier, qui travaillaient dedans. Oui. Et je me rappelle, je crois que j'étais descendue pour un petit déjeuner, il y avait ma grand-mère avec moi à ce moment-là. Et elle me dit, alors, est-ce qu'il t'a trouvé Binti et tout? Moi, j'ai peur pour toi et tout. Enfin, je te fais chier. La pression aussi. Non, mais la pauvre, elle me faisait de la peine et tout. Après, je lui ai dit, bah, mamie, j'ai pas trouvé, mais là, j'ai vu une annonce et tout pour se faire coacher. C'est un cabinet qui aide et tout. Par contre, j'ai pas d'argent, mamie, c'est 40 €. Donc, j'étais remontée dans ma chambre un peu dépitée. Je disais, purée, ça a l'air sympa, mais j'ai pas d'argent. Et je me rappelle, vraiment, quand la récompense, ma petite mamie, là, qui monte tranquille dans ma chambre, qui m'attrape la main, qui me met des billets dans la main, comme ça. Et qui me dit, vas-y, Benti. Elle avait pris de sa petite pension retraite, etc. Elle m'a dit, vas-y, inscris-toi. Et c'est elle qui m'a donné l'argent pour que je m'inscrive. Franchement, qu'Allah bénisse nos parents et nos grands-parents, mais il restera gravé dans ma mémoire, en fait. C'était juste trop mignon. Donc, du coup, j'ai pris mes 40 €, je me suis inscrite en ligne. Les coachs, du coup, les professionnels RH de m'ont appelé. Je suis partie faire mon coaching. Et ils se sont avérés que, machallah, c'était très puissant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup servi. Cette session de coaching qui était très bien faite, en fait, ils m'ont fait me rendre compte que j'avais fait une fixette sur, en fait, mon hijab, en pensant que mon hijab était la seule et unique cause de mes échecs en entretien. Mais ce n'était pas que ça. Je n'avais pas forcément le bon vocabulaire pour me mettre en avant correctement. Je n'avais pas forcément la bonne posture. Je venais déjà défaitiste. À force, tu vois, de me prendre des claques, je ne dégageais pas une énergie positive ou qui te donne envie. Et surtout, je n'avais pas assez confiance en moi. Et j'ai appris à ce moment-là une leçon très importante. S'il y a des sœurs qui nous écoutent, mesdames, s'il vous plaît, écoutez absolument, retenez bien cette leçon. Si moi-même, je n'avais pas confiance en moi, pourquoi est-ce qu'une entreprise me ferait confiance? Si moi-même, je n'avais pas cette confiance-là, pourquoi qui que ce soit me l'accorderait, en fait? Donc cette leçon-là, elle est restée gravée en moi, en fait, le fait qu'il fallait que je me nourrisse, en fait, d'amour, de confiance pour moi, pour ensuite le rayonner à travers l'entretien. Et subhanallah, juste
cet entretien-là, j'ai décroché mon stage de fin d'études. Alhamdoulilah. Ça s'est traduit comment dans l'entretien? Est-ce que, par exemple, tu as des genres de phrases que tu as dit, de ta posture Déjà, quand on arrive, en fait, je pense que ça commence par les premiers gestes, etc. Je peux te le répéter au fond de soi. C'est vraiment, comment dire. Donc après, j'ai pu l'utiliser ensuite par la suite dans la recherche d'emploi. C'est vraiment arriver en mode je maîtrise. C'est-à-dire, par exemple, quand on s'assoit dans la salle. Donc ça, c'est ma manière de faire. Hein. Je ne dis pas qu'il faille absolument faire exactement ça, mais donc chacun va adapter sa confiance en soi à son type de personnalité ou à ce qui le met le plus à l'aise. Mais par exemple, pour montrer que j'étais là et que j'étais en maîtrise, c'est un truc tout simple. Hein. Mais quand on arrive dans la salle, si tu veux, des fois quand tu t'assois face au recruteur, c'est par exemple sur une table ronde. Moi, je fais exprès de me mettre bien en face pour l'avoir dans les yeux et le regarder droit dans les yeux en lui montrant je suis là en face de toi et c'est un échange qu'on va avoir. C'est pas juste voilà, d'égal à égal. Je dois t'apporter quelque chose, je dois te donner mes compétences en tant que candidat. Tu dois m'apporter aussi quelque chose en tant que recruteur. Je suis aussi là, tu vois. C'est un échange. J'ai aussi un poids dans cette négociation. Et donc, je viens en posture comme ça, en mode j'ai des choses à donner, mais est-ce qu'en face, vous donnez suffisamment pour que j'accepte de vous donner aussi mes compétences, en fait? Et je ne suis pas là que vous êtes aussi demandeur de mes talents, en fait. Mais là, ça change déjà énormément. C'est plus en mode s'il vous plaît, donnez-moi ça, j'accepte n'importe quoi. C'est en mode moi j'en ai dans la tête. Hein. Vous voulez mes compétences, qu'est-ce qu'il y a en face, en fait? Je suis d'accord. On a trop souvent cette approche, même pour les autres, par n'importe qui. Hein. On a trop souvent cette approche où on vient quémander un peu un job, tu vois. Exactement. Voilà, en se disant que voilà, on a la posture inférieure par rapport au recruteur qui lui est tout puissant et qui lui choisit qui il veut et qui veut, voilà, il faut lui faire plaisir et lui dire lui c'est tout ce qu'on sait faire et voilà. Alors qu'en fait voilà, c'est un échange et on l'apporte à l'entreprise et l'entreprise apporte à l'employé. Et c'est un très bon conseil. Exactement. Donc les filles, sentez-vous entre guillemets puissantes. Hein. Je veux dire, en plus aussi on a le meilleur des alliés avec nous, l'univers. C'est-à-dire que si c'est dans notre risque de rentrer dans cette entreprise, ou bien même on est la seule hijabi de toutes les entreprises, si Allah a décidé que c'est pour nous, ou bien même il y a 14 fachos qui se mettent en travers de notre chemin, la porte elle va s'ouvrir. Si c'est écrit pour nous, c'est pour nous. Mais du coup aussi pour la petite histoire, c'était pour la petite histoire. Donc j'ai pu trouver un stage. À la base c'était dans une société de service où j'étais censée à la base être consultante dans cette société. Et il se trouve que quand j'ai été recrutée, en fait, la mission sur laquelle j'étais censée être envoyée avait été annulée. Et donc du coup, la personne qui m'avait recrutée, qui m'avait bien aimée, trouvait que la situation était triste en fait, parce que juste avant de commencer, la mission s'arrête. Et donc du coup, il a fait passer un CV en interne auprès d'un manager qui était dans le service commercial et qui avait besoin justement, qui recherchait depuis un petit moment une stagiaire pour l'aider à développer des outils à destination des populations commerciales. Donc du coup, mon CV entre ses mains et je me suis mise à travailler avec lui. Du coup, finalement, pour le stage, j'ai pas eu l'expérience de terrain en tant que consultante, mais j'étais plutôt en interne pour soutenir un peu les consultants et surtout les commerciaux en fait qui vendaient les services informatiques de cette société. Et c'est quand j'ai rencontré mon maître de stage de l'époque, qui est un Algérien farouchement opposé au foulard. Donc on a pareillement ça, on a eu une très très bonne relation. Je lui suis très reconnaissante. Qui me disait franchement Sophia, t'aurais été ma fille, j'aurais grincé des dents. Mais qui, même s'il était farouchement opposé au foulard, a été pour moi un très grand allié et un très grand soutien, qui m'a beaucoup aidé pour développer ma confiance en moi, qui voyait que j'avais des compétences, mais que j'avais une certaine timidité, que je me sentais un peu vis-à-vis du service, je n'osais pas forcément au début trop parler aux personnes, etc. Et qui me disait Sophia, mets-toi en avant, qui m'a vraiment poussée en fait. Mets-toi en avant, montre. Elle dit j'ai beau ne pas être fan en fait de ce que tu portes sur la tête, je trouve ça lamentable en fait qu'on prive des talents de s'exprimer. Il y a des personnes comme ça qui sont très, enfin, qui n'ont pas les mêmes types de pensée, mais qui derrière sont quand même assez éthiques. Il y a quand même une morale derrière. Exactement. Et qui voilà, sont justes, même si voilà, ils regardent ton travail, tes compétences, même s'ils ne sont pas d'accord avec ta religion, quoi que ce soit, ils restent quand même juste au travail, ils savent faire la part des choses. Pour les différencier des personnes qui sont contre et qui, parce qu'ils sont contre, nous critiquent et ne laissent pas les chances égales par rapport à d'autres personnes. Exactement. Donc, en dépit de ses opinions personnelles, ça a été un excellent allié, si ce n'est coach. Il m'a vraiment beaucoup apporté dans ma première expérience professionnelle.
écoute ce podcast un jour, Hakim, je te salue. Voilà. Non, vraiment, vraiment. Comme quoi, subhanallah, on ne sait pas ce que le destin nous réserve. Faut peut-être pas forcément se braquer tout de suite quand on rencontre des personnes avec voilà, des points de vue Ouais. opposés. Parce que dans mon cas, il a été un super allié, quoi. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance d'être en binôme avec lui, hein. Énormément de chance. Mais du coup, ce stage-là n'était pas un stage de pré-embauche. Il y avait besoin de stagiaires sur la durée de 6 mois. Ouais. Donc, du coup, donc du stage, alhamdoulilah, j'ai eu mes diplômes. Ma soutenance a été validée, etc. C'est bien passé. Mais après, hop, la rebelote arrivée sur le marché d'emploi. Et là, alors moi, en termes de timing, franchement, je sais pas si on peut faire pire. Bon, peut-être avec le Covid, on peut faire pire, hein, en termes de recherche d'emploi. Mais pour ma recherche de stage, c'était la période des attentats de Charlie Hebdo. Pour ma recherche d'emploi, c'était la période des attentats du Bataclan. Wow, encore pire. Franchement, donc, rebelote, tu vois, l'impact émotionnel terrible. Hmm. Et puis après, l'impact médiatique terrible aussi pour notre communauté. Donc bon, j'avais eu l'expérience de la recherche du stage, donc je redoutais un petit peu ce qui allait se passer. Et ouais, ça a été vraiment beaucoup plus intense pour moi. À ce moment, beaucoup, en termes de difficultés. Ce qui s'est passé, c'est que donc peu de temps, allez, 2, 3 semaines après les attentats, pendant la période des attentats, j'étais retournée chez mes parents à Clermont-Ferrand. Et Hmm. j'ai un petit peu peur de rentrer à Paris parce que je m'étais dit, oh là là. J'avais pris quelques vacances avant de me lancer dans le recherche d'emploi. Et j'avais un petit peu peur de, bah justement, j'appréhendais en fait. Je me disais qu'est-ce que je vais me reprendre en entretien. Oui. Et donc j'ai peut-être 3 ou 4 semaines après ces attentats-là. Et en fait, il se trouve que pendant un week-end où je devais retrouver une de mes amies, c'était à Gare Saint-Lazare parce que je crois qu'il y avait des sommes, des trucs comme ça. On devait se retrouver. Et il se trouve que ce jour-là, j'ai été agressée par une personne islamophobe qui m'a frappée, humiliée dans la gare en fait. Hmm. Voilà et du coup en fait il se trouve que cette agression m'a quand même euh, là je le dis en rigolant hein, mais créé un trauma en fait, créé un trauma. Donc alhamdoulilah j'avais la chance de connaître une amie qui travaillait au CCIF. Donc au début Hmm. j'étais un petit peu saoulée en fait. Quand j'ai subi ça, je savais pas quel mot mettre dessus et je lui ai raconté du coup ce qui s'était passé et elle m'a dit il faut que tu ailles porter plainte Sophia parce que ça s'appelle une agression en fait ce que tu as vécu. Oui. Et tu peux pas laisser passer. Elle a dit, et du coup, moi, si tu veux, je t'ouvre un dossier au CCIF pour qu'on t'accompagne tout dans ta démarche. Et donc, je lui ai dit OK. Et donc, je suis partie porter plainte. Dans ce contexte où on parle beaucoup de la police, moi, alhamdoulilah, j'ai eu de la chance de tomber sur des policiers très, très intégrés, très bienveillants, qui ont, du coup, fait leur travail convenablement, tu vois, comme normalement, je veux dire, tout policier est censé faire. Donc, alhamdoulilah, qui m'ont très bien accueilli quand je suis allée au commissariat porter plainte et qui m'ont dit, madame, vous avez bien fait. Parce que ce que vous avez subi s'appelle une agression Hmm. à caractère anti-musulman, qui en plus ici est aggravée par le fait que ça a été fait dans un lieu public. Oui. Donc vous êtes fait de venir porter plainte parce que c'est pas normal ce que vous avez subi. Donc alhamdoulilah, donc j'ai pu faire ça et rien que le fait d'être que ça soit reconnu en fait légalement m'avait un petit peu aidé. Et puis après, quand on porte plainte, ensuite il y a justement pour un peu, enfin documenter en fait cette plainte, on est enregistré au service médico-judiciaire du coup. De la police où moi du coup je suis passée devant c'était devant des psychiatres du coup qui viennent faire une évaluation en fait Hmm. du dommage subi et en termes de traumatisme donc on mesure ça ITT, interruption je crois c'est interruption temporaire de travail comme ça Ok. même si j'étais au chômage voilà enfin en recherche d'emploi et si je ne me trompe pas je crois que le maximum ça doit être 30 je crois 30 jours un truc comme ça. Moi mon trauma il a été évalué je crois à 23 jours. Parce que ce qui était violent, c'était pas forcément la violence physique que j'ai subie, c'était vraiment l'impact psychologique sur moi. Oui. Le fait, pendant un moment, j'avais peur de sortir de chez moi en fait. Donc imagine pour la recherche d'emploi. Mais sur le coup, t'as pas. Tu m'as dit que c'est ta copine qui t'a dit que ce que tu as subi, c'était une agression. Sur le coup, tu n'as pas réalisé que c'était une agression. En fait, je savais que c'était pas normal et je savais que ça avait cassé quelque chose en moi, Oui. mais je ne savais pas quel mot poser dessus en fait. Parce que ce qui s'était passé, si tu veux, c'était en plein jour, dans un lieu bondé. La personne, elle m'agresse. Personne autour de moi ne réagit. Les gens, ils font leur vie en fait.
Mais c'est-à-dire, elle t'a poussé, elle t'a insulté, elle t'a... Ouais, elle m'a attrapée, elle m'a frappée, elle m'a insultée, elle est partie. Voilà. Et personne n'a réagi. Personne. Et je suis restée plantée là quelques minutes, je savais pas quoi faire en fait. C'était tellement rapide. Je m'y attendais pas en fait. J'étais et je pensais pas non plus à l'impact que ça allait avoir ensuite sur le reste de ma psychologie en fait si tu veux. C'est Hmm. après aussi on rencontre un psychologue du CCF parce que j'avais des la culpabilité, je me disais mais j'ai vraiment eu le poids de la victime ou la culpabilité de la victime en fait. Et une victime n'a pas à se sentir coupable. S'il y a d'autres auditeurs ou auditrices qui nous entendent et qui ont subi une agression, vous n'avez pas à vous sentir coupable. C'est l'agresseur qui est coupable, c'est pas vous. C'est ce qu'on m'a dit aussi et je le répète. En fait, je me sentais coupable parce que je me disais mais pourquoi je me sens si mal pour quelque chose d'aussi petit en fait ou pas. J'avais l'impression d'être une faible ou d'être j'arrivais pas à assumer et en fait et ça qui me rajoutait encore une pression pas possible et alhamdoulilah la psychologue que j'ai pu rencontrer qui avait été mandatée par le CCIF m'avait dit à ce moment-là en fait on peut pas juger chaque épreuve va avoir un impact différent sur chaque personne on va tous avoir un rythme différent et il se trouve que chez moi ça avait énormément secoué mon identité et donc du coup ce qui était très violent en fait à vivre intérieurement et elle m'a dit donc ne t'en veux pas. Peut-être que tu n'as pas réagi sur le moment. Ne t'en veux pas pour ça. Chaque être humain réagit différemment. On ne peut pas te juger en fait pour ça. Et certains vont avoir l'impact de leur trauma peut-être le jour même. Certains vont l'avoir un an après. Certains 3 mois après. Toi, il se trouve que c'était surtout quelques semaines à quelques mois après. Et chacun va prendre le temps de guérir en fait. Donc te rajoute pas une pression supplémentaire en pensant que t'es faible, etc. T'es pas faible. T'es juste en train de vivre la chose à ta manière. C'est ce que je veux dire aussi à chaque personne qui a pu subir un événement comme ça. On vit tous la chose différemment en fait. Et aux personnes, donc il y en a qui se voulaient bienveillants, mais qui ont peut-être par ignorance ne se rendaient pas compte de la violence de leurs mots, Hmm. qui me disaient des trucs du type pourquoi tu t'es pas défendu en fait. Ouais mais c'est bon, c'est rien, arrête de pleurer. Ouais mais c'est bon, toi c'est pas comme si c'était une vraie agression ou je sais pas quoi. Et minimise Ouais le mais c'est bon. problème. Voilà, minimiser le problème. Ça aide à rien en fait. Au bout d'un moment en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté d'en parler. Parce que j'en avais marre de subir ce type de pression, ce type de remarques qui ne m'aidaient pas, en fait, qui me rajoutaient juste une pression, une culpabilité supplémentaire. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des victimes autour de vous, faites très attention à ce que vous leur dites, en fait, parce que vous n'êtes pas à leur place. Comme on dit, Allah, il envoie à chacun une épreuve à la hauteur de ce qu'on est capable de subir, et chacun, du coup, va réagir très différemment face à un événement. Un événement qui peut-être pour vous peut paraître très très facile à vivre, peut être une très grosse épreuve pour quelqu'un d'autre, et inversement. Inversement. Donc, il faut faire très attention à ces mots-là, éviter de minimiser les preuves, parce qu'on ne sait pas ce que vit intérieurement la personne. Mais j'avais du mal à dormir la nuit. Déjà que j'avais réussi un petit peu, grâce à mon stage avant, à construire un peu de confiance en moi, mais là, elle avait été détruite cette confiance en moi, en fait. Complètement détruite. Et aussi, je l'ai pas dit au début de cette interview, pourquoi ça m'a secoué dans mon identité. Il se trouve que moi, je suis métisse. Mon papa est marocain et ma maman est française et elle s'est convertie à l'islam quand j'avais à peu près 10 ans. Donc j'ai grandi dans un foyer non seulement multiculturel mais aussi au départ multiconfessionnel. Et il se trouve que quand avec ma sœur jumelle on a décidé de porter le hijab, on s'est fait rejeter très violemment par ma famille maternelle, en particulier mes grands-parents, pas par l'ensemble de ma famille maternelle mais en particulier mes grands-parents. Et pour nous ça a été assez traumatisant cette période-là en fait, surtout quand on est adolescent, qu'on essaie de se construire, etc., se faire rejeter par des grands-parents avec lesquels on a passé une grosse partie de notre enfance et qu'on aimait profondément, c'était difficile à vivre. Oui. Et donc, du coup, en fait, je me suis fait agresser par une personne qui ressemblait beaucoup à ma grand-mère, en fait, pour être très honnête. Donc, une personne qui était plutôt âgée. Si pour moi, j'allais pas la frapper en retour, enfin, c'était pas possible, je m'attendais pas. Je veux dire, mon agression en plein jour, devant plein de monde, par une personne complètement inattendue, en fait. Donc, ça m'a secoué à ce niveau-là, en fait, dans mon identité, dans le sens, comment dire, pourquoi on me traite comme un déchet, en fait, en gros. Hmm. Si je dois poser des mots dessus. Pourquoi, pourquoi on me fait, enfin, je veux dire, j'avais déjà subi un truc, enfin, c'était plus dans les mots, on va dire, Oui. dans le rejet familial. Et là, je subissais, mais peut-être physiquement, c'était l'incarnation, en fait, un peu du rejet. Hmm. Et l'humiliation était très profonde, ça m'a fait, comme si je n'avais aucune valeur, en fait. Et je me suis même demandé, est-ce que mon pays veut de moi, en fait? Oui. C'est à ça, les propos en entretien.
Imaginez venir en entretien, vous n'avez plus aucun sens de vous-même et de qui vous êtes, de votre valeur, t'entends pas des belles choses en entretien. Vu le contexte en plus que t'entendais, enfin, c'était compliqué. C'était vraiment, pour moi, c'était un trou noir. Au bout d'un moment, j'ai même, alors que mon CV était prêt, ma lettre de motivation était prête, j'avais arrêté de postuler, je me disais, mais ça ne sert à rien. On me prendra pas. Je ne mérite pas, je ne veux pas. Enfin, c'était une espèce de spirale noire. Et là, dans ce moment, on se sent très seul. Et je me suis, alhamdoulilah, rendu compte qu'en fait, bah non, on n'est jamais seul. Et là, ça m'a aidé, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était la foi, alhamdoulilah, rabbil alamin. J'avais l'impression, du coup, que, entre guillemets, je n'avais plus aucune valeur, il y avait pas d'amour ou d'empathie pour moi, entre guillemets, dans ce monde. Mais en fait, si, il y avait Allah subhanahu wa ta'ala qui était toujours avec moi. Toujours. Qui est Ar-Rahman, le tout rayonnant d'amour inconditionnel. Qui est l'allié indéfectible, en fait. Qui, même si personne ne comprenait, Allah, il comprenait ma douleur. Et qu'il était là pour m'aider à me relever. Alhamdulillah. Et il se trouve que, en parallèle de tout ça, j'étais assez engagée dans le milieu associatif. Alhamdulillah, ce qui me forçait, en fait, à sortir. Oui. Parce qu'il y avait des réunions, parce qu'il y avait des événements, etc. Plutôt que je reste enfermée parce que j'ai peur. Tu sais, le moindre bruit, le moindre mouvement derrière toi te fait réagir, en fait. Oui. Ça peut être, tu passes à travers, je sais pas, tu passes dans le voisinage, tu marches, il y a le chien du voisin derrière le portail qui se met à bouger, ça te fait, tu vois, ça te fait sursauter, tu vois. T'es tout le temps en alerte, en fait, quand t'as ce type de traumatisme. Et alhamdoulilah, le fait tu vois, de me forcer quand même à y aller, et le fait, du coup, d'être entourée de personnes, qui étaient dynamiques, qui étaient dans le mouvement, pour lequel j'avais pas forcément parlé de ce qui se passait dans ma tête, pour peut-être dire, parce que comme je t'ai dit, au bout d'un moment, je me sentais pas forcément comprise, donc j'en parlais plus. Mais c'était mieux, je pense, parce que du coup, j'étais entourée de positivité, entourée de mouvements positifs. C'est forcé à garder une vie sociale. Exactement, et à move on. Exactement, tu vois, et avoir, la vie, elle continue, en fait. Et je peux en faire partie. Et je peux avoir ma place. Et alhamdoulilah, rabbil alamin, Allah, il m'a permis de retrouver petit à petit confiance en moi. Et aussi, il m'a fait me rendre compte d'une chose, c'était, puisque, en fait, je me plains que finalement personne ne veut miser sur moi, puisque je me plains que personne ne voit ma valeur ou ne m'en donne, puisque je me plains que personne va me donner de l'empathie, ou ne serait-ce qu'un peu de respect, et ben, je vais m'en donner à moi-même. Voilà. Je vais me le prouver à moi-même, en fait. Je veux me prouver à moi-même que je le mérite. Je veux me prouver à moi-même que je mérite l'empathie, que je mérite, je sais pas, du respect, que je mérite, d'avoir tout ça. Et du coup, je me suis lancé des défis à moi-même, à ce moment-là. Et qui m'ont aussi forcé à sortir. Et l'un des premiers défis, parce que je voulais guérir, en fait, j'en avais marre de pas réussir à dormir la nuit, j'en avais marre d'avoir tous ces waswas qui me détruisaient ma confiance en moi, j'en avais marre d'être autant déçue de mon pays. Je voulais me prouver que mon pays valait mieux que ça, je voulais me prouver que j'avais ma place, ma légitimité, que je voulais me prouver que tout ça avait du sens, en fait. Et je suis lancé un défi. Et j'avais vu sur internet qu'il y avait un événement organisé à la mairie du 18e de Paris qui recherchait des bénévoles. C'était une soirée dédiée à l'associatif pour aider des associations locales à trouver des bénévoles. Et ils avaient de bénévoles organisateurs. Et les organisateurs de cet événement, c'était un organisme qui s'appelle Make Sense. J'y reviendrai. Ça peut peut-être intéresser les personnes. Et donc, je m'y suis inscrite et j'ai fait exprès de m'y inscrire parce que quand j'ai regardé un petit peu le descriptif, je me suis dit, il y a potentiellement des chances que je sois la seule musulmane avec un foulard parmi tous les bénévoles organisateurs, en fait. Et j'y suis prêt. Parce que pendant, tu vois, toute cette période un petit peu sombre, j'étais restée que dans ma communauté où je me sentais en sécurité. Et j'ai fait exprès, entre guillemets, de sortir de ma zone de confort à ce moment-là pour me prouver que j'avais ma place et que tout se passerait bien, en fait. Que je serais pas rejetée, que je ne subirais plus de violence. Et j'y suis allée, mais je tremblais, hein. Je tremblais. J'étais aux esprit, je tremblais. Je me disais, oh là, on va me rejeter, on va m'insulter, on va me taper, j'étais là, et finalement, j'y suis allée. Donc, j'étais en effet la seule musulmane au hijab. Et en fait, tout s'est extrêmement bien passé. Mais genre, super bien passé, alhamdoulilah. Mais trop bien. Mais trop bien, quoi. C'était une super soirée, un super événement. Les autres bénévoles étaient adorables. J'ai fait de très belles rencontres à ce moment-là. Du réseau Make Sense, d'autres activistes, etc., avec lesquels je me suis très bien entendue. Et j'ai senti que j'avais franchi une marche dans la guérison, en fait. Oui. Que cette étape avait été franchie et que, alhamdoulilah, il y a des choses négatives qui se passent dans le pays, mais aussi des personnes incroyables. On a des alliés, en fait, aussi. On a des alliés. Des personnes qui croient en nous, des personnes qui voient notre valeur, des personnes qui nous respectent. Et j'ai pu trouver ça à ce moment-là. Et du coup, ça m'a lancé. Ça m'a lancé sur le chemin de la réussite et j'ai appris des choses
que je vais dire du coup à toute personne là, qui recherche un emploi et qui galère un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Là, j'étais partie, alhamdoulilah, le confiance en soi a recommencé à remonter. La confiance avec d'autres personnes qui sont différentes de moi a commencé aussi à exploser, alhamdoulilah. Et j'ai commencé à avoir une approche très très différente de la recherche d'emploi, qui j'espère peut aider les autres. Donc là, après la séquence larmes et tout, on arrive dans la partie de pleurer. Donc, comment du coup retourner la situation de sa recherche d'emploi? Bismillah. Alors, premier conseil déjà, c'est étudier un petit peu, connaître un peu son type de personnalité, je dirais, pour adapter sa stratégie, on va dire, de recherche en fonction de qui vous êtes. Il se trouve que du coup, moi, alhamdoulilah, j'étais depuis toujours attirée par le mouvement, on va dire ça comme ça. Donc, depuis un moment, attirée par les événements associatifs, j'aimais bien rencontrer des gens différents, ces choses-là. Donc, j'ai essayé d'utiliser ça à mon avantage. J'ai essayé aussi de me rappeler qu'on ne sait pas où est-ce que les portes de risque vont s'ouvrir, en fait. On n'y connaît pas. Se laisser le maximum d'options ouvertes. Et aussi se rappeler que le résultat n'est pas entre nos mains, il est entre les mains d'Allah. Nous, notre boulot, c'est de faire les causes au maximum de nos possibilités. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je savais que j'avais un problème de confiance en soi et je savais depuis ma recherche d'emploi et depuis mon coaching avec Umawork que c'est extrêmement important d'avoir confiance en soi en entretien. Donc, j'essaie du coup de développer des stratégies qui me correspondaient à moi et qui, du coup, il faut que vous trouviez les vôtres, chers auditeurs, auditrices, pour booster ma confiance en moi. Et je sais que du coup, moi, ce qui marchait bien avec moi, c'était d'être, par exemple, bénévole ou de prendre un sujet dans une association et de me porter volontaire pour l'organiser. Par exemple, pour me prouver à moi-même que j'ai les compétences de mener à bien un projet ou une tâche, en fait. D'accord. Et pour me faire augmenter en expérience et avoir des choses à raconter sur mon CV. J'ai parlé, par exemple, Make Sense. Donc, Make Sense, c'est une association, on va dire, d'entrepreneuriat social qui, à ce moment-là, organisait beaucoup, je pense que c'est toujours le cas, énormément de brainstorming créatif pour aider les entrepreneurs sociaux. Et en fait, n'importe qui peut aller sur leur site, s'inscrire et participer à ces brainstormings-là. Et il y a aussi plein de défis qui sont organisés pendant l'année auxquels on peut s'inscrire. J'ai essayé de m'inscrire un maximum, ne serait-ce que pour rencontrer des personnes différentes. Et aussi participer à ces ateliers-là où du coup, je réfléchissais, pareil que les autres participants, à des problématiques posées par des entrepreneurs sociaux. Ce qui fait que du coup, ça élargissait mon champ de réflexion. Ça m'ouvrait à des problématiques que je n'avais pas forcément pensé et ça, du coup, ça me développait des compétences. Notamment en réflexion créative, en réflexion stratégique, etc. Et c'est des choses que vous pouvez raconter en entretien. Parce que souvent, la question qu'on vous pose quand ça fait plusieurs mois que vous êtes au chômage, c'est du coup, vous avez fait quoi? Mon expérience de chômage était remplie d'expériences associatives de ce type-là. Il y avait aussi, j'en ai fait aussi beaucoup dans des associations musulmanes, par exemple, où je participais, c'était par exemple à des forums d'orientation pour expliquer quelles sont les études supérieures, etc. Ça, c'est des choses que vous pouvez dire également en entretien, qui sont valorisantes en fait. Le fait justement d'être plutôt dans l'éducation, d'être dans le partage d'informations, dans la transmission avec les générations qui arrivent. Ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. J'avais aidé aussi à organiser des afterwork professionnels, plutôt dans le réseau musulman aussi, mais là, je trouve que c'était extrêmement utile dans ma recherche d'emploi parce que quand on fait des afterwork, dans des événements networking, donc pour se faire du réseau, des fois, quand on est un petit peu timide et tout, ça peut être difficile d'aller aborder des gens pour leur dire, voilà, excusez-moi, je suis en recherche d'emploi dans tel domaine, j'ai vu que vous travaillez dans un domaine similaire, est-ce que vous pouvez me donner des conseils? Voici mon CV ou des trucs comme ça. Il se trouve que vous êtes bénévole, organisateur dans ce type d'événement, vous êtes tout de suite identifiable. Vous avez un badge avec votre nom, etc. Et les gens viennent facilement vers vous, déjà ne serait-ce que pour vous demander peut-être des informations sur le contenu de la soirée, par exemple, ou autre. Et du coup, ça facilite le brise-glace, en fait. Vous êtes déjà en contact avec les participants. Et du coup, pour moi qui étais en recherche d'emploi, c'était d'autant plus facile, du coup, d'aller parler avec les personnes qui étaient déjà en poste, de leur dire, parce qu'ils m'avaient identifié en tant que bénévole, en fait, de leur dire, voilà, moi aussi, je recherche un emploi dans tel domaine, vous avez quel conseil à me donner? Est-ce que je peux vous envoyer mon CV? Enfin, voilà, donc si vous avez l'occasion d'être bénévole dans des assos, dans des événements où vous savez qu'il y aura des professionnels, faites-le, en fait, faites-le. Ça vous coûte énormément la prise de contact. Et j'y avais, subhanallah, dans tous les événements afterwork, networking dans lesquels j'étais bénévole, à chaque événement, j'ai trouvé au moins une personne qui était prête à me coopter. Oui. Le networking, c'est quelque chose d'extrêmement important qui est très souvent sous-estimé en fait. Parce que souvent les gens, ils commencent à faire du networking quand
ils sont au chômage ou ils sont en recherche d'emploi. Bon, toi, tu as une situation particulière parce que tu rentres dans le marché du travail. Je veux dire, mettons que quelqu'un travaille depuis 5 ans, ben, elle ne fait pas de networking et elle perd son travail, elle veut changer et du coup, elle doit créer un network pour retrouver un autre travail. Alors qu'en fait, le network, il doit être construit même quand on travaille, en fait. Selon moi, c'est extrêmement important et on doit le construire pour les situations où on en aura besoin. Et je suis complètement d'accord avec toi, mais complètement. Et d'ailleurs, on en a besoin. C'est l'une des choses, je pense, qui, en tout cas pour notre génération, n'était pas forcément facile. C'est qu'on n'a pas de réseau professionnel, en fait, quand on est dans les études. Or, moi, j'avais plein de camarades de grande école qui avaient déjà un super réseau, hein. On commençait à démarrer avec des chances complètement différentes des miennes et qui avaient déjà les codes de l'entreprise. Nous, on n'a pas ça, hein. Quand on démarre, j'ai peut-être la chance, alhamdoulilah, mon père avait fait des études. Quand il est arrivé en France, c'était très difficile pour lui, mais alhamdoulilah, il avait réussi à faire des études. Par contre, il était depuis toujours, il est dans la recherche publique, donc fonctionnaire depuis toujours. Du coup, c'est pas les codes de l'entreprise, en fait. Je les avais pas, malgré le fait que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui a quand même fait des études. J'avais quand même pas les codes de l'entreprise. Et le fait, comme il dit, très tôt, d'essayer de se faire un réseau professionnel, surtout aujourd'hui, il y a plein de réseaux qui existent, notamment Muslim ou autres, que je conseille d'y aller. Ça aide énormément pour toutes ces recherches-là. Et il faut aussi un truc qui rejoint ce que tu dis, en fait, il faut savoir donner pour savoir recevoir. Si aujourd'hui vous n'êtes pas en recherche d'emploi, c'est pas grave, hein, rejoignez ces réseaux-là et n'hésitez pas à aider des petits jeunes qui recherchent un stage ou un emploi. N'hésitez surtout pas à les aider. Vous savez pas où le risque se cache, hein, subhanallah. Vous savez pas l'impact que ça peut avoir dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand vous-même vous serez dans le besoin, subhanallah, une main vous sera tendue. Donc n'hésitez surtout pas à investir dans la jeunesse de maintenant. Si vous voyez que vous pouvez aider un jeune à corriger son CV parce qu'il manque des infos, faites-le. Si vous voyez que vous pouvez coopter quelqu'un qui a des compétences qui matchent avec ce que votre entreprise recherche, faites-le. Subhanallah, faites-le. Vous verrez, ça vous reviendra en retour. C'est sûr et certain. Donc il y avait ce réseau-là. Donc j'ai investi à fond les réseaux musulmans, c'était peut-être plus facile. Et j'ai aussi fait un point d'honneur à investir des réseaux non musulmans et à bénéficier des aides qui existaient. Alhamdoulilah, comme j'étais en région parisienne, j'étais logée chez ma famille en banlieue, je pouvais bénéficier d'associations type égalité des chances, dont une en particulier qui s'appelle Nos Quartiers ont des talents. S'il y en a parmi vous qui peuvent s'y inscrire, n'hésitez surtout pas. Pourquoi? Parce qu'on m'a donné... En fait, quand vous vous inscrivez dans ce type d'association, ils vous donnent un mentor qui travaille dans le même domaine que celui où vous recherchez un emploi, qui a bien sûr peut-être 10 à 15 ans de plus d'expérience que vous dedans, qui du coup vous accompagne dans toutes vos étapes de recherche. Et également, vous pouvez participer à des événements. Alors, je pense qu'aujourd'hui, avec le Covid, ces événements-là sont virtuels, mais qu'importe, s'inscrire, où vous recevez des conseils d'autres professionnels et où vous avez des opportunités de networking. Personnellement, j'ai trouvé très utile. Il se trouve que même si j'avais du coup engrangé en maximum les mécanismes pour trouver un emploi, j'avais quand même peur de retenter les cabinets de conseil, notamment à cause des humiliations que j'avais subies pendant ma recherche de stage. Il se trouve que mon mentor, du coup, dans cette association qui m'accompagnait, qui n'est pas du tout musulman, Julien qui s'appelait, quand il m'a demandé, ok, donc du coup, à quelle entreprise as-tu postulé? Je lui ai cité les noms. Et il m'a dit, bah, et les cabinets de conseil alors? Je lui ai dit, non, c'est pas pour moi. Et les quoi, je lui ai dit, pardon, ça a coupé. Il m'a dit, et les cabinets de conseil, pourquoi t'as pas envoyé tes candidatures dans le cabinet de conseil? Je fais, non, mais non, c'est pas pour moi, c'est bon, ils voudront pas de moi. Donc Julien m'a dit, écoute Sophia, des coups il y en a partout. Donc il y en a qui te diront des choses stupides et d'autres qui au contraire sauront voir tes talents. Donc ne t'auto-censure pas toute seule en fait. Vas-y fonce. Et ça m'a débloqué, je me suis mise à postuler dans les cabinets de conseil. Notamment même ceux où j'avais été refusée auparavant en fait. J'ai quand même postulé. Et alhamdoulilah, j'ai pu atterrir, c'était une histoire un peu bizarre, un peu atterrir dans le cabinet dans lequel je suis aujourd'hui. Pour vous dire qu'on sait pas, vraiment pas absolument comment les portes du risque s'ouvrent. Pour la petite histoire, comment j'ai pu être appelée dans le cabinet dans lequel je suis aujourd'hui. J'avais déjà postulé par le passé et quand je cherchais un stage, j'avais pas été retenue. Et j'avais repostulé, mais on m'avait pas rappelé. Là, cette fois-ci, en fait, donc, faut guetter les événements. Il faut guetter les événements de recrutement, faut vous inscrire à tous les événements. Il y avait un événement organisé au ministère de l'économie à Bercy, qui était spécialisé dans le recrutement des jeunes issus de la diversité. Donc, je m'étais inscrite. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait une annonce qui circulait sur Facebook de journalistes qui faisaient un reportage sur la discrimination subie par les Français, issus de la diversité. Et qui devait tourner justement dans ce forum. Et du coup, comme moi j'avais plein de trucs à raconter, je m'y suis inscrite et ils m'ont retenue. Donc ce qui fait que quand je suis arrivée à ce forum-là qui était bondé,
où et des fois, dans le stand du cabinet dans lequel je travaille aujourd'hui, il y avait parfois jusqu'à 30 minutes de queue. Il se trouve que, alhamdoulilah, comme je participais au reportage, et du coup que j'avais les caméras et les journalistes avec moi, moi j'étais prioritaire pour passer. Ouais. Et du coup, quand je suis allée sur le stand pour raconter ma vie, etc., faire mon petit speech avec mon CV, et que les journalistes, ils ont besoin, parce que voilà, les reportages, c'est un peu du cinéma en fait. Ils ont besoin de prendre 40 prises avant d'avoir la bonne. Il se trouve que j'ai pas répété une fois ma description au recruteur, j'ai dû la répéter 4 fois en fait. Ouais. Comparé aux autres candidats derrière qui, eux, n'ont pu le faire qu'une seule fois, en fait. Donc, imaginez, je répète non seulement 4 fois, mais en plus de ça, j'ai le caméra dans le dos. Forcément, les recruteurs, ils se rappellent de qui je suis. Forcément, en fait. J'ai Donc, ce l'impression qui s'est aussi passé, par rapport à ce voilà, qu'ils disent. exactement. 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 Donc, ce qui s'est passé, c'est à la fin, quand ils ont fini de tourner et tout, qu'ils m'ont enlevé les micros et tout, il y a quand même la responsable recrutement de ce stand qui est venue me voir après, qui m'a dit, écoute, malgré, malgré tout le blabla, voilà, et tout le cinéma que c'était, en fait, en vrai, c'était très intéressant ce que tu as dit, et je pense qu'on va se revoir. Et alhamdoulilah, à l'issue de cet événement, j'ai été rappelée. En parallèle de ça, pour dire que le réseau, c'est très important et qu'on ne sait pas où le risque se trouve, dans l'un des forums d'orientation où j'avais été bénévole, c'est dans une mosquée du 93. Il se trouve que j'étais assise dans un stand, du coup, d'autres personnes qui avaient fait des écoles d'ingénieurs. Et j'étais assise à côté d'un monsieur qui écoutait attentivement ce que je racontais aux jeunes et qui m'a dit, écoute Sophia, je trouve ça très intéressant comment tu motives les jeunes. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je dis, bah, je recherche un emploi. Là, je suis en processus de candidature. Et qui m'a dit, ah, bah, ça tombe bien, je travaille dans ce cabinet. Je lui dis, ah, bah, c'est cool, ils m'ont rappelé là pour un entretien, j'ai peur de le rater et tout. Il m'a dit, bah, écoute, je vais te coacher. Et ce frère était senior manager, donc c'est un grade assez élevé dans la hiérarchie. Oui. Coaché comme jamais. Mais quand je dis coaché comme jamais, comme quoi le réseau, faut surtout pas hésiter à faire appel, machallah, il m'a coaché comme jamais. Alhamdoulilah, grâce à son coaching intense, j'ai pu, bah, du coup, réussir les entretiens, être consultante aujourd'hui, alhamdoulilah. Et du coup, j'ai rejoint un petit réseau, de frères et de sœurs aussi qui travaillent dans le même cabinet, pour lequel on se fait point d'honneur, quand il y a besoin, de coacher les candidats, en fait. Ce que j'ai appris de ce frère, qui par la suite a quitté l'entreprise pour suivre notre carrière, c'est, voilà, j'ai reçu de lui ce coaching-là, et maintenant, bah, je donne en retour, mes autres collègues aussi donnent en retour. Donc, n'hésitez surtout à faire appel au réseau, en fait. Oui. Surtout pas. Fin de la grande aventure, comment trouver un emploi. Cool. Du coup, ça fait 4 ans que tu travailles chez eux, dans cette boîte de consulting. Exactement. Et ton rôle dans cette boîte a évolué, j'imagine. Exactement. Donc au début j'étais super contente parce que à force, enfin j'ai été au chômage pendant 8 mois quand même. Hein. Donc à force de galérer comme ça, t'es juste content au final d'avoir un travail, mais ça c'est un piège. J'ai envie de dire c'est un piège. On peut pas se contenter de ça. Donc au début voilà, j'étais en supply chain au début et j'ai fini par me rendre compte que je ne m'épanouissais pas dans ce domaine en fait. Au début j'avais de la culpabilité en me disant attends t'as vu comment t'as galéré pour trouver ton emploi, etc. Enfin te plains pas quoi. Sois reconnaissante, te plains pas. Ouais, exactement, exactement. Mais en fait, non, on a le droit d'être ambitieux. Hein. On a le droit d'être ambitieux, on a le droit de viser une carrière dans laquelle on s'épanouit, dans laquelle on peut exceller, en fait. Et donc, je faisais beaucoup de Dora et j'étais très intéressée à ce moment-là. Je bouffais absolument tous les articles sur le domaine du management en organisation, en fait. Et je savais qu'il y avait une... Je voulais trop y aller, en fait, dans le cabinet qui était spécialisé dans l'humain, dans l'organisation. C'était trop... J'y pensais tout le temps. Tout le temps, je me disais... Comment est-ce que je vais faire pour transférer là-bas? Et alhamdoulilah, un beau jour, j'avais rien fait hein, comme action. Une manager de cette entité-là, et je ne sais pour quelle raison, cependant, mon nom s'était retrouvé dans sa liste, m'appelle en me disant qu'ils étaient en train de revoir un petit peu l'équipe. Et elle m'appelle en me disant, est-ce que ça t'intéresse du coup de nous rejoindre? Et j'ai dit, ouais, tout de suite, bismillah, transférez-moi, transférez-moi. Donc je crois que c'était au bout peut-être de 5 mois, j'ai pu transférer dans l'entité, justement, qui s'occupe de voilà, management en organisation. Et c'est du coup dans lequel là je m'épanouis beaucoup plus, alhamdoulilah. D'accord, bah, c'est très bien, c'est une très belle histoire. Du coup, quelle est la spécificité du domaine dans lequel tu travailles? En fait, j'ai bien aimé et je voulais absolument rentrer dans ce domaine-là parce que à force de lire surtout beaucoup d'articles américains sur le sujet, je me suis beaucoup intéressée en fait à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui est parfois qualifiée même d'intelligence supérieure, que j'ai trouvé pour pas faire une redite de mots, mais quand même assez intelligent, en fait, plein de bon sens, parce que la richesse, en fait, des équipes ou la vraie richesse d'une organisation, bah, ça reste les gens. Et on a souvent tendance, en particulier dans le milieu professionnel, peut-être plus français,
à négliger ces aspects-là, en fait. Or, tes équipes, elles vont bien, elles sont dans une bonne mentalité, elles se sentent épanouies, tout le reste va suivre, en fait. Quel que soit le challenge, elles seront prêtes à le relever. Donc, moi qui suis toujours dans une recherche de sens, une recherche du pourquoi, je préférais largement être à la source de tout problème qui se trouve dans l'organisation, c'est-à-dire l'humain, Oui. pour solutionner. Comme ça, tout le reste des problèmes qui peuvent être rencontrés en chaîne vont être solutionnés, en fait. Donc la spécificité, c'est qu'on place l'humain au centre. Et au début, cet aspect-là me plaisait beaucoup, jusqu'à ce que je me rende compte d'une limite. Donc moi, je suis plutôt intervenue dans le secteur industriel. Et du coup, je trouvais beaucoup de sens à mon travail, dans le sens, voilà, je suis l'une des rares consultantes en hijab de ce cabinet. Donc, à tous ceux, mes sœurs, si vous souhaitez travailler dans le conseil ou dans un domaine où vous êtes en contact avec le client, à tous ceux qui vous disent que non, mais le hijab, ça passe pas en clientèle, c'est un mensonge. D'accord? C'est un mensonge. Et on n'a pas le droit de vous priver d'un contact avec la clientèle, sauf peut-être si vous êtes fonctionnaire du secteur public, mais ce n'est pas le cas dans le cas. Hein, si vous êtes salarié dans le privé, il n'y a aucun problème à travailler avec les clientèles. Et j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, les clients, français ou pas, ils sont pragmatiques. Si vous faites bien votre taf, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je suis tout le temps en contact avec le client, en fait, quasiment, dès que je suis en mission. Il y a eu peut-être des fois des petits accrochages, mais en grande partie des cas, ça s'est extrêmement bien passé. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Dans mon domaine, du coup, où on doit être très en contact avec les gens, le fait, du coup, d'être facilement identifiable parce que vous portez un hijab est un avantage. Parce que les gens, ils savent tout de suite que vous êtes la consultante en conduite du changement. Ils savent tout de suite à qui ils doivent s'adresser. S'ils ont des questions, par exemple, sur ce qu'ils rencontrent, s'ils ont envie de partager peut-être leur ressenti ou autre. Il y a énormément de gens dans des projets de transformation, etc. Mais vous, on se rappelle de vous à chaque fois. Oui. Et ça, c'est un énorme avantage, en fait. Parce que vous devez être en contact avec tout le monde pour faire votre travail. Et donc, du coup, moi, donc je sentais du sens dans le fait, voilà, peut-être, entre guillemets, faire limite un petit peu d'arwa par le comportement, en étant juste là, en me disant, voilà, s'ils m'ont vu moi une fois, peut-être qu'ils laisseront plus de chance à d'autres sœurs après de travailler pour eux ou avec eux. Il y avait l'aspect, pour moi, c'était important de travailler en bonne intelligence. Donc, du coup, en utilisant des méthodes peut-être d'intelligence émotionnelle pour faire en sorte que le cadre de travail soit le plus, je l'essaye en tout cas, agréable possible. Mais je me suis rendu compte d'une chose, notamment quand j'étais confrontée peut-être à des cas de mal-être au travail. J'avais beau essayer de mettre en place peut-être toutes les stratégies, d'essayer d'être entre guillemets la plus, d'essayer de développer tout ce que je pouvais au maximum pour ça. Je m'étais rendu compte d'une chose: si la finalité du métier que ces personnes font n'a pas de sens, ils pourront jamais être complètement heureux au travail. Et donc je me suis mise à regarder, ok, mais ils travaillent dans quel domaine? Et dans des domaines en fait qui sont, pour l'industrie par exemple des biens de consommation, sont des domaines qui produisent énormément de déchets, par exemple plastiques, ou qui sont des domaines qui produisent des biens de consommation qui, in fine, ne servent pas à grand chose, en fait. Donc, ça, je peux pas aider des gens à se sentir bien dans un métier qui sert à rien, en fait. Dans un métier où on gaspille l'intelligence au service du profit uniquement. Et donc maintenant, ce sur quoi je me penche beaucoup plus, et ce sur quoi, pour les personnes qui se demandent quoi faire plus tard, voilà ce que je vous recommande. Notamment, le Covid a beaucoup accéléré ces choses-là. C'est investir dans ce qu'on appelle en anglais responsible business, ou entre le travail responsable, le métier responsable, c'est-à-dire utiliser votre intelligence pour trouver des solutions aux grands enjeux environnementaux et humains d'aujourd'hui. Il se trouve que notre système éducatif, aujourd'hui l'éducation nationale, etc., est faite plutôt pour nous transformer en bons petits soldats pour l'industrie, malheureusement, et ne nous permet pas exactement de développer toutes les compétences humaines dont on a besoin pour relever les challenges d'aujourd'hui. Je parle notamment en termes de créativité et d'innovation. Or, il y a énormément de défis à relever dans ces secteurs-là, que ce soit pour l'industrie ou pour d'autres, pour aider à créer une consommation, par exemple, plus responsable, où on produit moins de déchets, ou créer des solutions qui sont intelligentes et vraiment réellement au service des besoins d'un être humain et pas au service des besoins du porte-monnaie. Toutes ces choses-là, c'est d'énormes défis. Aider des organisations à se transformer pour s'adapter aux grands défis d'aujourd'hui dans une planète qui subit les effets du réchauffement climatique, dans une planète où on a besoin d'utiliser un maximum de talents différents. On peut plus se contenter aujourd'hui des circuits de recrutement classiques, c'est-à-dire qui a fait telle grande école, etc. Aujourd'hui, la grande école, si elle n'a pas été réformée en profondeur dans son enseignement, ne certifie pas finalement la qualité forcément de la personne, qu'est-ce qu'elle peut apporter.
Donc, on a besoin de recruter des profils qui vont savoir penser différemment pour être capables d'inventer des solutions qui aujourd'hui n'existent pas encore. Et donc, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire encore aujourd'hui, c'est pas très grave. Il y a une étude qui a été publiée en 2017 qui dit que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc, c'est pas très grave. Je trouve que c'est vous-même qui allez créer votre métier. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours vous poser la question du sens. Surtout en tant que musulman, est-ce que le métier que je fais peut avoir un impact positif? À quoi il sert? Est-ce que peut-être, pourquoi pas tout optimiser pour faire en sorte que votre métier vous rapporte, je sais pas, le plus de hasanat possible, entre guillemets, en fait. Aujourd'hui, on a le luxe de faire un petit métro boulot dodo sans se poser de questions. On ne peut plus. Pas avec les conviés. Le Covid a accéléré ça. Beaucoup de personnes se sont rendues compte, moi y compris, qu'on ne faisait pas des métiers essentiels. C'était beaucoup se sont rendus compte que tout ce qu'on consommait, ça servait pas forcément grand chose, qu'on n'a pas besoin d'autant. Et alhamdoulilah, rabbil alamin, les organisations ont été secouées violemment par cette crise. Et ça, c'est un terreau extrêmement fertile pour le changement. C'est même des conditions idéales pour les changer. Et on a remarqué que du coup, énormément des clients du cabinet vont aujourd'hui accélérer beaucoup leur programme de transformation en vue de devenir des business responsables. Donc, ces secteurs-là qui sont beaucoup plus éthiques et qui nous parlent en tant que musulmans, c'est le moment de s'investir, de s'y intéresser. Vous savez pas moi, la permaculture, bismillah, vous êtes fasciné par comment créer un environnement de travail inclusif qui respecte les différences de chacun. Bismillah, ça c'est des grands sujets du moment. Il faut y aller. Vous voulez des circuits classiques, utiliser votre créativité de manière différente, c'est de vous dont on a besoin. Je suis d'accord avec toi. Et le fait de voir long terme, c'est quelque chose qui est très mis en avant dans notre religion. Et c'est quelque chose qu'on devrait mettre en avant aussi dans nos ambitions professionnelles. Je pense que ça aussi, c'est les mêmes types d'idées. Il faut viser le long terme, il faut viser l'impact. Comme tu dis, le monde évolue très, très vite. Les métiers évoluent très, très vite. Il faut être proactif et chercher les projets de demain, les projets qui nous intéressent. Et si je pouvais ajouter une chose aussi, c'est l'éducation en continu. C'est quelque chose que je trouve d'extrêmement important. L'éducation en continu, maintenant, on peut plus se permettre, comme à l'époque, même si j'ai pas trop vécu cette période-là, de juste avoir un diplôme et utiliser ce diplôme comme soutien, comme appui pour toute notre vie. Maintenant, voilà, même moi dans mon travail, en tant que data scientist, tous les jours, tous les mois, je dois apprendre quelque chose de nouveau, je dois m'entretenir, et même pas que dans mon travail, hein, même pas que dans le métier des data science ou du big data, même par exemple, moi je m'intéresse beaucoup à, comme tu dis, intelligence émotionnelle, on peut s'intéresser comment on appelle ça, au public speaking, savoir s'exprimer en public, développer des compétences en fait qui sont utiles et qui sont toujours utiles en fait. Public speaking, négociation, c'est des petites compétences sur lesquelles on peut se former et qui peut créer un profil qui est extrêmement intéressant pour l'entreprise. Exactement. Pour revenir là, les compétences que tu cites, on les appelle soft skills et elles sont extrêmement liées justement à l'intelligence émotionnelle. Donc en fait, à ce qui est défini en tant qu'humain, de manière plus générale, c'est le premier facteur de réussite d'une carrière. On pense souvent que c'est le QI, quotient intellectuel, qui permet de réussir dans sa carrière. En fait, non, c'est le QE, quotient émotionnel, qui va permettre ça. Le fait justement de savoir négocier, le fait de savoir se relever quand on a vécu un moment difficile, le fait d'être capable d'apprendre de toute situation. Toutes ces compétences-là, c'est ça qui va permettre aussi, et de créer les leaders les plus performants, en fait, pour demain, parce qu'on a besoin de leaders visionnaires. On en a besoin. On ne se trompera jamais à investir en nous-mêmes, à investir dans ce qui fait de nous des êtres humains. Et de ce point de vue, il y a un livre que j'aimerais recommander. Donc ça va être plutôt pour les anglophones parce qu'il n'a pas encore été traduit en français, qui explique le leadership du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lumière des enseignements de la sunna, mais également des enseignements, on va dire, plutôt contemporains sur le management et le leadership, en particulier aussi sur les études liées à l'intelligence émotionnelle. Je te donnerai la référence pour que, si tu veux, il soit noté. Oui. Dommage il est assez récent, donc il n'a pas encore été traduit, mais je le recommande vraiment. Donc, on voit en fait que toutes ces compétences-là, finalement, en tant que musulman, il s'appelle comment? Là, on a il s'appelle The 11 Qualities of Leadership of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. T'inquiète, je tout. D'accord. Il se trouve, voilà, en fait, en tant que musulman, ces choses-là, subhanallah al-azim, elles existaient déjà du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des choses qui sont validées par la recherche, donc que ce soit en neurosciences, en management, en psychologie du travail. Il y a beaucoup d'études de Harvard Business Review qui vont, par exemple, dans le même sens. Investissez dedans, en fait. Vous savez pas ce que
qu'on veut faire, c'est pas grave. Investissez dans des expériences qui vont nous permettre de développer ces compétences humaines-là. On a énormément besoin. Oui. J'aime pas trop le fait de dire que la recherche moderne valide entre guillemets les enseignements prophétiques, mais je vois ce que tu veux dire. En gros, voilà, il y a des études qui ont été faites qui ont corroboré un petit peu les enseignements prophétiques. Je connaissais pas ce livre. Je jetterai un œil, Inch'Allah. Ça a l'air intéressant. Il est bien fait. Je le trouve bien fait. Notamment quand on n'a pas justement de notion de management, etc. C'est très bien vulgarisé. D'accord. Cool. On en parlait juste avant le début de l'interview. Tu me disais que tu avais des petits tips un peu pour savoir comment s'auto-évaluer. C'est quoi ces conseils? On dit bismillah, c'est parti. Alors, ces conseils du coup, ils sont issus du modèle d'intelligence émotionnelle développé par Daniel Goleman, qui est celui qui, en 1995 déjà aux États-Unis, a rendu célèbre en fait ce concept-là. Il n'est pas celui qui l'a découvert, mais celui qui l'a vulgarisé au monde. Je vous recommande aussi son livre qui, du coup, lui, a été traduit en français, qui s'appelle Intelligence émotionnelle. Et donc lui, j'aime bien ce modèle-là parce qu'il est simple. Il catégorise en 5 étapes, en 5 aspects l'intelligence émotionnelle. Le premier niveau, le plus simple étant, il appelle ça self-awareness. En français, on va plutôt traduire ça par connaissance de soi. Donc, la première manière d'évaluer son intelligence émotionnelle, c'est d'évaluer sa connaissance de soi. Quand on parle de connaissance de soi, on parle, par exemple, de signes qui vont montrer, comme par exemple la confiance en soi, la confiance en fait en ses forces, le fait de connaître ses forces, le fait de connaître aussi ses faiblesses, c'est très important. Quelles sont ses valeurs, quels sont les comment dire en français les drivers, comment dire en français ça, les conducteurs, ouais, les éléments qui déclencheurs chez nous qui vont nous faire avancer, on va traduire ça comme ça. Et également quel est notre impact sur les autres. Donc on reconnaît quelqu'un qui a beaucoup de self-awareness quand c'est quelqu'un qui en général a une vision très réaliste de soi-même, qui a confiance en soi, qui a en général un petit peu, qui sait faire preuve d'autodérision par l'humour et qui aime beaucoup recevoir des critiques constructives. Très important, qui aime recevoir des feedbacks. C'est extrêmement important pour développer son intelligence émotionnelle que de recevoir des feedbacks aussi des autres pour savoir quel impact on a sur les autres et comment on est perçu. Donc ça, c'est niveau 1. Niveau 2, ensuite, que vous pouvez évaluer, c'est ce qu'on appelle self-regulation, ou en français, l'autorégulation. Donc, c'est la capacité, en fait, à contrôler ou à rediriger en fait, on va dire ses états d'âme ou ses états émotionnels, en fait. Quel qu'il soit, par exemple, on pense souvent au cas de la colère, c'est le fait quand on ressent de la colère, de savoir l'utiliser à bon escient. La colère peut avoir un impact négatif si on se met à crier sur les autres, mais la colère, c'est aussi un excellent énergisant, en fait. Et la colère nous envoie un signal qui a un enjeu important qui est en train de se dérouler. Et donc, quelqu'un qui a un bon self-regulation, qui se note bien dessus, par exemple, qui a un 5 sur 5, je vous conseille de vous noter sur l'échelle de 1 à 5, par exemple, c'est quelqu'un qui, ok, là je reçois de la colère, ok, je vais peut-être pas me mettre à crier dessus sur mes collègues, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire tout de suite. Par contre, du coup, ça me donne une énergie pas possible pour aller solutionner le problème, je vais me mettre à bosser à fond avec ça, par exemple. Par exemple, on reconnaît les gens qui ont pas mal de self-regulation quand c'est des personnes qui sont du coup très intègres, parce qu'elles se connaissent très bien, en fait. Elles se connaissent très bien, elles savent bien se gérer, qui n'ont pas de problème à gérer le changement, justement, qui sont à l'aise avec ça, parce qu'elles savent du coup que quelle que soit l'émotion qu'elles vont ressentir, elles sauront bien l'accueillir et la gérer comme il faut. Et du coup, en qui on peut faire confiance. Ensuite, le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle la motivation. Et en fait, c'est en anglais ils disent c'est la capacité en fait ils disent à vouloir atteindre ses objectifs pour le fait de les atteindre. En anglais ils disent being driven to achieve for the sake of achievement. Donc c'est vraiment être motivé par l'objectif, mais pour l'atteinte de cet objectif et pas pour autre chose. Donc c'est des gens, on les reconnaît parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font et cette passion elle est communicative en fait. Ils ont du coup une énergie dans ce qu'ils font, une envie de s'améliorer et ils restent très optimistes, très optimistes face même à l'échec parce que c'est une source d'apprentissage en fait. Ça va les aider à se relever. C'est une motivation du coup très importante, très liée à la résilience par exemple. D'accord. Ensuite, niveau 4, c'est l'empathie. Alors pour moi l'empathie c'est ce qui va changer le monde. Hein. C'est très puissant l'empathie. Donc c'est défini dans le livre de Daniel Goleman. Il y a plusieurs définitions qui existent hein, en fonction duquel modèle on prend. C'est défini comme étant la capacité à comprendre l'état émotionnel des autres. Pas forcément le ressentir en soi. Il y a plusieurs types d'empathie. Il y en a qui peuvent ressentir même les émotions, enfin plus ou moins les émotions des autres, et d'autres qui peuvent les comprendre.
pas forcément les ressentir. Donc ça rentre dans le même domaine d'empathie. Et du coup, ils ont une capacité du coup à attirer et retenir les talents des autres en fait. Ils arrivent à créer un espace où ces personnes se sentent en confiance. Ils ont aussi, du coup, par empathie, une grosse capacité à développer les compétences des autres, ce qui est très important dans le leadership notamment, et une sensibilité aux différences culturelles, ce qui aujourd'hui, c'est essentiel, quoi. Essentiel. Travail en empathie. Et ensuite, dernier niveau, social skill. Alors social skill, ouais, traduire grossièrement ici par compétences sociales, mais bon, j'aime pas trop le dire en français. En gros, c'est la capacité à savoir finalement faire avancer, on va dire un groupe, faire avancer les autres dans la direction attendue, mais d'une manière qui soit douce en fait, par influence positive, on va dire ça comme ça. Donc c'est des gens du coup qui sont du coup persuasifs. On les reconnaît parce qu'ils ont un réseau extrêmement étendu. On parlait de réseau au début. Vous voulez développer votre intelligence émotionnelle, développer votre réseau. Ça va vous aider énormément. Ils ont une capacité du coup à créer des équipes qui sont extrêmement diverses et à les diriger. En fait, à les diriger. Et donc ces compétences-là, elles sont nécessaires. Donc je vous invite en fait à revoir les 5 étapes, peut-être à réécouter un petit peu elles sont définies et à vous auto-évaluer aujourd'hui et peut-être, je sais pas, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, refaire votre auto-évaluation sur ces 5 aspects pour voir comment Donc vous avez évolué. tout ça, on le retrouve dans le livre de Daniel Goleman, Intelligence émotionnelle. Exactement. D'accord, très bien. Super. On en parlait aussi juste avant l'interview. Tu voulais mentionner un peu tes conseils pour tout ce qui est prière au travail. Ah oui, oui. En fait, je pars du principe du coup que notre individualité, le fait, ce qui nous différencie extrêmement important de notre réussite au carrière est dans la performance qu'on va donner en fait dans le travail. On nous dit souvent en tant que musulman de rechercher l'ihsan. L'ihsan, on peut aussi le trouver au taf en fait. Et une manière, je dirais importante pour nous d'être épanouis dans notre travail, c'est de pouvoir faire notre salade tranquillou quoi. En fait, on veut dire, et c'est souvent un sujet, je trouve, qui revient dans les formes de discussion, c'est sur Facebook ou autres, de professionnels qui demandent des conseils là-dessus, ou beaucoup qui se disent que c'est impossible. Alhamdoulilah Rabbil Alamin, j'ai de la chance d'être entourée de collègues très inspirants qui m'ont inspiré dans cette démarche-là. Je fais un métier où constamment, du coup, en fonction des problématiques clients, je change de lieu de travail. Mais il se trouve que, alhamdoulilah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et grâce aux conseils aussi que m'ont donné mes collègues, j'ai jamais raté une seule prière depuis mes 4 ans de taf. Alhamdulillah. Ouais, alhamdoulilah Rabbil Alamin, toujours m'a placé à un endroit où j'ai pu faire salat. Alors c'était pas forcément des endroits officiels. Il y a des moments où j'ai eu des endroits officiels qui étaient dédiés à ça. D'autres non, c'était des endroits vides en fait. Donc ce que je parce que je comprends que ce soit pesant pour nos frères et nos sœurs de rattraper les prières le soir et tout, et qu'ils ont envie d'avoir cette tranquillité d'esprit que ça apporte, le fait de faire salat tranquillou. Ce que je vous recommande déjà, c'est les Dora. On l'a vu, hein, le thème de Dora revient beaucoup dans cette discussion et c'est juste extrêmement puissant. Je veux dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'univers, il a créé les planètes, il a créé les océans, les animaux, les humains. Il peut nous créer une planque salade. Hein. C'est pas difficile pour lui de s'en remettre à lui, faire plein de Dora. Et ensuite, vous mettre à faire les causes. Donc moi, ce que je recommande, les petites techniques, c'est par exemple, vous arrivez sur votre lieu de travail, essayez d'arriver un petit peu en avance, le plus tôt possible, j'ai envie de dire, pour pouvoir soit vous-même faire essayer de visiter un petit peu les locaux pour voir où est-ce que vous pouvez trouver un endroit, soit essayer de rencontrer les agents de sécurité ou peut-être les agents d'entretien. Il se trouve que beaucoup d'entre eux sont musulmans en fait. Et surtout, l'intérêt de parler avec ces personnes-là, c'est que ils ou elles connaissent les lieux comme leur poche. Oui, ils peuvent conseiller en fait. Exactement. Et moi, j'en ai rencontré plein comme ça. On arrive un petit peu en avance en allant les aborder pour leur demander, voilà, est-ce que vous savez où je peux prier, par exemple. Sans forcément le manager ou pas. Il y en a des managers qui le savaient, d'autres non, en fonction de comment vous vous sentez à l'aise ou pas, ou si vous savez que ça va être accepté ou pas. J'ai d'autres collègues qui le disaient franco et c'est très bien passé. Donc ça va dépendre. Vous-même, en bonne intelligence, étudiez la situation et voyez qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Mais j'ai jamais été déçue par aucun employé d'entretien ou aucun employé de sécurité en fait. Même aussi, il y a des fois les employés d'accueil aussi qui peuvent aussi vous indiquer des fois quelle est la meilleure option, ou vous aider à trouver la meilleure option pour que vous puissiez prier. Et ça se passe très bien.
Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Et quand j'ai eu des managers et tout qui l'ont su, bah, ça m'a posé aucun problème, en fait. Parce que, du coup, enfin, la journée étant plus ou moins longue, vous avez complètement moyen d'adapter vos réunions, vos périodes de travail pour aller faire votre petite pause spirituelle, en fait. Pendant que certains vont prendre leur pause café ou leur pause clope, bah, vous faites vos 5 à 10 minutes de prière. Et c'est très bien. J'ai des collègues aussi, donc moi je porte le hijab, donc entre guillemets, j'ai déjà ma tenue de prière directe, hein, que je porte sur moi. Ouais. Bah, j'ai des collègues qui ne le portent pas, qui elles, ont leur petit kit, en fait, ramènent une espèce de abaya légère et un petit foulard avec elles. Donc c'est petit quand on porte pas le hijab. Une autre question qu'on posait, c'était pour les ablutions. Et bah, alhamdoulilah Rabbil Alamin, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a quasiment tous les bâtiments sont équipés, par exemple, de toilettes handicapées. Oui. Donc, si vous avez besoin de rigoler, notamment pour pas qu'on vous voit mettre le pied dans l'évier, tu vois, Ouais. ou par exemple, qui portent hijab et qui doivent l'enlever pour passer les mains sur les cheveux, qui veut pas forcément que, même si c'est des collègues femmes, les voient sur leur foulard, bah, vous pouvez vous isoler rapidement dans les toilettes handicapées. Après aussi, si vous avez l'opportunité, dans votre activité professionnelle, de travailler en équipe internationale, ou parfois d'avoir des déplacements à l'étranger, sachez que c'est beaucoup plus simple à l'étranger aussi. J'ai de très belles expériences en travaillant par exemple avec des collègues hollandais. Il y avait des salles de salade qui étaient dédiées. En fait, enfin, il y a aucun souci Ouais. là-dessus. Au Que UK, si tout vous-même ça. faites le choix, voilà, UK c'est encore plus royal. Subhanallah. Mais, je sais pas, j'ai pu le faire aussi en Allemagne, en République tchèque. Franchement, les gens, ils étaient adorables. Quand j'ai demandé, il y avait aussi. Donc, n'hésitez pas, hein. Espagne aussi, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, si vous-même, voilà, pour vous faciliter la vie et que vous pouvez choisir le type de projet, n'hésitez pas. L'équipe internationale, en général, ça passe. Moi, si j'avais un conseil à donner, c'est qu'il faut en parler en fait le plus vite possible à ses collègues et tout. Enfin, faut pas essayer de, à moins qu'on sait d'avance que voilà, c'est quelque chose avec lequel ils sont pas d'accord et que ça provoquera des tensions. Mais si voilà, on n'est pas sûr, on ne sait pas, il faut en parler le plus vite possible. Parce que plus on attend et plus c'est difficile de le dire en fait. Plus on a l'impression qu'on cache quelque chose et que ça ferait comme un coming out de le dire au bout de plusieurs mois. Je trouve que tu as raison là-dessus et ça renforce aussi le fait de s'assumer comme on est en fait, hein. Ouais, ouais. Genre on n'a pas à avoir honte d'être musulman, c'est tranquille, on est musulman et tranquille. Et en fait, si nous on s'accepte, après les autres nous acceptent. Mais clairement. De ça aussi, et personnellement, en allant dans les endroits de salade de l'entreprise, personnellement, j'y ai fait de très très belles rencontres de collègues qui aujourd'hui sont des amis. Ça crée des affinités assez rapidement Voilà. entre Exactement. musulmans. Exactement. Et ça, bah, du coup, ça nous a créé un super réseau de soutien, de mentoring. Aussi, quand on reçoit beaucoup de demandes de gens qui veulent postuler dans le cabinet, du coup, on peut se partager un petit peu ces candidatures, parce que ça fait beaucoup de boulot aussi de coacher des candidats. Donc là, ça a été très bénéfique là-dessus pour les projets personnels de chacun. Enfin, ça te crée des très belles affinités. Et donc, je recommande. En fait, il y a que du positif. Vous verrez beaucoup de baraka dans votre travail après au quotidien à faire cet effort. Et aussi, voilà, au fait, pour imposer par la douceur votre identité comme étant quelque chose de tout à fait normal, où on n'a pas à se cacher, on n'a pas à s'excuser en fait d'être musulman. Vous pouvez venir. Et en termes de lieux, si je peux rajouter, c'est pas dans tous les bureaux qu'il y a ça. On a souvent des salles de réunion qui sont pas utilisées tout le temps. Et parfois même, on peut les réserver. Donc moi, à Singapour, je pourrais réserver ma salle de réunion. Je la prenais pour 15 minutes, le minimum. Et voilà, je la prenais et je faisais ma prière. Parce que je sais que voilà, entre midi et deux, c'est quasiment pas utilisé, donc ça dérange personne. Et sinon, demander au manager, aux collègues, de dire est-ce que ça pose souci d'utiliser la salle de réunion pour 5 minutes pour faire ta prière. Et même souvent dans les cultures un peu start-up ou un peu les entreprises un peu progressives, ils ont souvent un peu cette ambiance, oui, yoga, tout ça. Ils ont parfois même des salles de yoga, ce genre de choses. Et si c'est une entreprise comme ça, c'est quasiment 100% sûr que ça pose pas de souci. Enfin, faut même pas hésiter à dire, moi, c'est ma méditation, j'ai 25 minutes. J'ai jamais entendu quelqu'un qui ait le moindre souci en disant qu'elle avait prié, surtout dans ce genre d'entreprise-là. Même si c'est pas très répandu en France, mais il y en a pas mal quand même. Je confirme complètement. Pour avoir un petit peu fréquenté aussi ce milieu-là, je confirme complètement. Là, ça, dans ces endroits-là, il n'y a aucun souci. Dans les autres, vous trouverez toujours un espace. Il y a toujours un espace où les gens qui travaillent déjà vous diront en fait quel est l'endroit qu'ils utilisent. Des fois, c'est officiel, des fois, ça l'est un petit peu moins. Mais vous n'aurez que du positif en fait. Vraiment. Il y a aussi un lieu aussi que j'utilise quand vraiment je sais que j'utilise avant quand j'étais en stage, je me rappelle que c'était un peu compliqué.
c'est les escaliers de secours. Donc, on était dans Ouais. un bâtiment qui était très élevé et les escaliers étaient très propres, c'est très propre. Et personne ne les utilise vu que voilà, c'est, je ne sais pas quel étage, personne descend à pied, personne monte à pied. Donc, c'était une zone où voilà, c'était assez calme et personne ne dérange. Ça peut être aussi une bonne solution. Surtout le dernier étage, l'espace au dernier étage des escaliers de secours, grand classique. Probablement que donc pour tout type de bâtiment, vous l'avez, cet espace tranquille, juste avant l'entrée sur le toit. Et il nous a beaucoup dépanné. Et en général, ça dérange absolument personne. Écoute, Sophie, on a fait un peu le tour des questions que je voulais te poser. Je regarde juste s'il y avait des points que j'ai oubliés. Ah oui, tu voulais faire un petit, parler un peu de, juste pour terminer, hein, parler un peu des forums dans lesquels les personnes postent les entreprises qui acceptent le voile. Et je crois que tu as une Ah opinion par oui. rapport à ça. Là, c'est la partie coup de gueule, un petit peu. Alors, ouais, donc, je vous dis, moi, je suis passionnée par tout ce qui est, on va dire, expression des talents de manière générale. Et donc, je suis allergique à tout ce qui va réduire l'expression des talents. Donc, je comprends cette démarche, mais je ne la valide pas, personnellement. Le fait, par exemple, de publier des listes de soi-disant entreprises qui acceptent le foulard. Je ne suis pas fan du tout de ce type de démarche parce que je trouve qu'elle est limitante, premièrement, et ensuite qu'elle n'est pas vraie. Toute entreprise de droit privé en France est censée vous accepter, les filles. Hein. Toutes. Toutes. Donc, si on vous dit oui, telle entreprise n'accepte pas le foulard et qu'elle est de droit privé, elle commet une discrimination. C'est illégal de faire ça aujourd'hui. C'est complètement illégal. Donc, ce que je vous recommande, c'est de ne pas vous contenter, en fait, de réduire, en fait, vos chances à une liste. Ce que je vous recommande, mesdames, mesdemoiselles, qui postulez avec votre hijab, c'est de mettre absolument toutes les chances de votre côté et de postuler là où vous avez envie, quel que soit ce qu'on en dit, en fait. Quel que soit ce qu'on en dit, quel que soit ce que personne peut vous dire ou pas. Parce que vous savez pas où votre risque se cache. Et si ça se trouve, comme je vous l'ai dit, vous serez peut-être la première femme hijabi à entrer dans cette entreprise-là et vous serez peut-être celle qui ouvrira les portes aux autres. En fait, il ne faut pas négliger l'impact que vous avez en entretien. En fait, si ça se trouve, alors peut-être que vous-même, quand vous postulerez, ça ne sera pas vous qui serez pris, ça ne sera peut-être pas la suivante ou la troisième, mais ça sera peut-être la quatrième qui postulera avec son hijab. Parce qu'à force de voir des femmes, machallah, très très compétentes, qui respirent la confiance en soi, qui sont très à l'aise avec elles-mêmes, qui sont ma foi, très épanouies dans qui elles sont avec le hijab, turban, que sais-je, et ben, enfin, les entreprises se réveilleront et laisseront leur chance à ce type de talent-là. Je l'ai vu de mes yeux. Vous vous rappelez au début de ce podcast, je vous ai raconté comment j'ai été très humiliée par un recruteur qui m'a dit qu'il allait me déchirer mon CV. Subhanallah al-Hadim. Il se trouve que 4 ans après cet événement, une jeune fille qui a fait la même spécialité que moi dans mon école me contacte. Elle porte le hijab et me demandait des conseils parce que ses professeurs que j'avais vus auparavant, 4 ans plus tôt, lui disaient à peu près la même chose qu'il m'avait dit à moi et voulait lui réduire ses chances. Et elle m'avait contactée parce qu'elle était, elle pleine d'intelligence émotionnelle et extrêmement motivée, ne voulait pas se limiter et me demander conseil. Et je lui ai dit, Ourti, machallah, bismillah, t'as complètement raison, fonce, ne te limite pas. Subhanallah al-Hadim, elle a été la première employée de ce même cabinet avec le hijab. Cette porte ne s'est pas ouverte pour moi, elle ne s'est pas ouverte pour les autres hijabis, elle s'est ouverte pour elle. Et si ça se trouve, elle s'est ouverte parce que beaucoup d'autres hijabis ont tenté. Oui. C'était pour que son elle s'ouvre. Donc vous ne savez pas quel impact vous pouvez avoir, les filles. Si ce n'est pas pour vous, ce sera pour d'autres, mais binillah, la récompense, elle est là. Ne vous limitez pas à une liste ou autre. Vous voulez quelque chose, foncez. Bismillah, faites l'écho. C'est votre risque. Je vous l'ai dit, il pourrait y avoir 45 fachos devant vous. Si c'est pour vous, cette porte, elle s'ouvrira. Merci, Sophia. Pour terminer, est-ce que tu aurais du coup un conseil, un livre? On a déjà cité Daniel Goleman, Intelligence émotionnelle. Tu as cité le livre qui reprend le leadership du professeur Salem. Donc, je le mettrai en description. Si tu as une autre référence qui t'a particulièrement marqué, je peux aussi l'ajouter. Je trouve très intéressante aussi pour lier en fait un peu avec les sciences islamiques l'approche de l'étude du leadership du Cheikh Tariq As-Souaïdan, qui est un des grands experts sur ce sujet-là. Je crois que ces talks et ces écrits, pour le moment, je ne sais pas s'ils existent en français. Je sais qu'ils existent en anglais et en arabe. Et lui, une approche du coup du leadership, du management, etc., qui est très intéressante et ça nous vulgarise en fait des savoirs qui sont ancestraux. Et donc, très intéressant, je trouve, il y a ça. Tout ce qui est publication du Harvard Business Review, qui existe aussi en français, HBR.
Ouais. plus vite. Très intéressant. Je t'enverrai notamment. Il faut s'abonner, ça. Tu peux t'abonner. T'as aussi, je crois, Non, jusqu'à je veux dire, 3. c'est payant. Pardon? T'as quand même 3 articles gratuits par mois que tu peux lire. D'accord, ok. Ne serait-ce que leurs posts sont intéressants. En fait, il y a des petites vidéos aussi explicatives qui sont sympas. Et j'aime bien acheter ils font des petites collections de bouquins. Il y en a un qui m'a beaucoup servi parce je le trouve synthétique et efficace sur l'intelligence émotionnelle. Je t'enverrai aussi le lien en particulier de ce recueil-là. D'accord. Celui que j'ai le plus utilisé professionnellement parce que, par exemple, le livre de Dédé Goman, il est très bien, mais il est extrêmement détaillé. Oui. Et donc, des fois, c'est bien d'avoir quelque chose d'un peu plus synthétique pour pouvoir l'activer plus facilement. D'accord. Donc, lui qui ce que je vous recommande aussi de vous abonner, il y a des ressources aussi qui existent en français, c'est sur les publications en fait et les techniques de créativité de la société IDEO, donc IDEO, qui sont très bien parce que c'est des compétences en fait dont on a besoin, qui sont de plus en plus demandées. Eux, ils utilisent une méthode de créativité qui s'appelle design thinking et en fait qui repose beaucoup sur la diversité des parcours de chacun. Okay. Et ils postent aussi beaucoup de choses. Enfin, leur manière d'aborder l'innovation, leur manière d'aborder le travail repose aussi beaucoup sur de l'intelligence émotionnelle. Donc, leurs articles, leurs vidéos explicatives, des fois, ils font des webinaires gratuits, sont très intéressants. Et il y a des publications qui existent aussi en français, même si c'est majoritaire. D'accord. Ok. Écoute, c'est une bonne liste intéressante. Tu m'enverras les liens, s'il te plaît. Je te le rappellerai, si tu oublies, c'est pas. Voilà, donc voilà, on a fait un peu le tour. Est-ce que je sais que tu as un LinkedIn, tu peux mettre ton LinkedIn en description. Oui, pas de problème. Est-ce que si des personnes ont besoin de conseils ou veulent te contacter, est-ce que tu as une adresse email que tu souhaites mettre à disposition? Elle est sur mon LinkedIn, mon adresse mail. D'accord, il faut d'abord t'ajouter pour l'avoir. Ouais, du coup. Ah mince, du coup, je peux te la donner et elle sera dans la descriptif alors. Dans la description. Ok, cool. Bah écoute, Sophia, je te remercie, c'était très enrichissant. Je te remercie à toi. J'ai beaucoup apprécié la discussion et j'espère que en particulier les auditrices, ils trouveront des éléments pour les motiver. Même les auditeurs, hein, je peux te rassurer, même moi, ça m'a beaucoup appris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Voilà, barakallahu fik et que Dieu te préserve et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.